La portière de la diligence s'ouvrit brusquement et Éléonore Allais fit un pas dans la mauvaise vie. Elle se retrouva seule sur une terre gelée, regardant la poussière soulevée par les roues s'estomper dans le lointain, là où le cocher aurait dû s'arrêter, 30 kilomètres plus au sud. Pas de manoir majestueux, pas d'employeur fortuné, juste le vent cinglant, les sommets abrupts du Cantal et une ferme isolée qui semblait avoir surgi des rochers eux-mêmes. La tempête arrivait vite. Éléonore sentait déjà le goût métallique de la neige dans l'air. Quelque part dans ce groupe de bâtiments rudimentaires, un homme qui ne connaissait même pas son nom allait devenir le seul rempart entre elles et un hiver auvergnat qui tuait les étrangers sans sommation. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce récit. Cliquez sur le bouton j'aime et dites-moi en commentaire depuis quelle ville vous nous suivez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Le froid tomba sur elle comme un coup de poing. Éléonore le sentait traverser son manteau de laine, transperçant les couches de vêtements qu'elle avait superposées le matin même à Clermont-Ferrand, quand le ciel était encore d'un bleu limpide et que le cocher lui souriait encore. Ce sourire avait disparu. Tout avait disparu. Les autres passagers, le vacarme du voyage, la certitude de savoir où elle allait. Elle pivota lentement sur elle-même, ses bottes craquant sur la boue à moitié gelée. La ferme s'étalait devant elle comme une construction dictée par la nécessité plutôt que par l'ambition. Une maison principale grise et usée par les intempéries. Une grange qui penchait légèrement sur la gauche. Des enclos vides, à l'exception de 3 chevaux qui la fixaient avec la même méfiance qu'elle éprouvait à leur égard. Une fumée s'élevait d'une cheminée, mince et hésitante, comme si celui qui avait allumé le feu n'était pas sûr de vouloir être trouvé. Pas de portail, pas de panneau, pas de nom. Éléonore baissa les yeux sur le papier qu'elle tenait à la main, désormais humide sous sa poigne. Le domaine de Castris, 30 kilomètres au sud d'Aurillac. Vous le reconnaîtrez dès que vous le verrez. 3 étages, des colonnes blanches, une roseraie devant la façade. Ce qu'elle avait sous les yeux n'était rien de tout cela. C'était à peine un abri. Elle marcha vers la maison parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où aller. Sa malle était restée dans la boue derrière elle. Trop lourde pour être portée, trop précieuse pour être abandonnée. Le vent la poussait dans le dos, comme s'il essayait de l'encourager, ou peut-être simplement de la dégager avant que le véritable blizzard n'arrive. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne l'atteigne. Une femme se tenait là, d'un certain âge, les cheveux gris tirés en un chignon serré et des yeux qui ne perdaient pas de temps en politesse. Elle dévisagea Éléonore de haut en bas comme s'il s'agissait de bétail évalué pour un achat. « Vous êtes perdue » demanda la femme. « Je crois bien » répondit Éléonore. Sa voix sortit plus faible qu'elle ne l'aurait voulu. « Le cocher m'a dit que c'était ici, chez les deux Castries. Ce n'est pas le cas. Je sais, je m'en rends compte maintenant. » La femme ne bougea pas du seuil de la porte. Derrière elle, Éléonore entendait des voix, basses, masculines, fatiguées. Quelqu'un rit, un rire bref et sans joie. « Je devais me rendre au domaine de Castris » continua Éléonore, détestant le ton suppliant qu'elle empruntait malgré elle. 30 kilomètres au sud. On m'attend là-bas. Je suis gouvernante. Ils m'ont engagée depuis Paris. Paris. La femme prononça le mot comme s'il s'agissait d'une maladie contagieuse. Oui, c'est un long chemin pour se tromper de ferme. Ce n'était pas intentionnel. La femme s'écarta enfin, mais à peine. La tempête arrive. Vous allez geler sur place si vous restez là à vous expliquer. Entrez. Éléonore hésita. On lui avait appris qu'il ne fallait pas entrer dans des maisons inconnues, au milieu de territoires sauvages, avec des étrangers. Mais on lui avait aussi appris que l'Auvergne se moquait des bonnes manières, et en ce moment, le vent se levait d'une façon qui lui faisait mal aux oreilles. Elle entra. L'intérieur de la maison était chaud, plus chaud qu'elle ne l'avait imaginé. Un feu brûlait dans une cheminée en pierre qui occupait la moitié du mur. La pièce sentait le café, la fumée de bois et autre chose, une odeur animale et inhabituelle. 3 hommes étaient assis à une longue table. Ils se tournèrent tous pour la regarder avec la même expression, un mélange d'agacement vague et de curiosité. « Je l'ai trouvé sur le perron », dit la femme en refermant la porte assez fort pour faire trembler l'encadrement. « On ne savait pas qu'on attendait de la visite », dit l'un des hommes. Il était plus âgé, environ 60 ans, avec une barbe qui n'avait pas été taillée depuis des semaines. « Ce n'est pas le cas », répliqua la femme. « La diligence l'a déposée ici par erreur. Elle dit qu'elle doit aller chez les deux Castries. » Cela provoqua une réaction. Le plus jeune des hommes, la vingtaine, les cheveux sombres et les épaules taillées pour le travail, leva les yeux de son café. Son visage resta impassible, mais sa posture changea. « De Castries », répéta-t-il. « C'est ce qu'elle dit. » Il se leva lentement, comme si se lever était une action qui exigeait une mûre réflexion. Lorsqu'il avança dans la lumière, Éléonore le vit clairement pour la première fois. Grand, svelte de cette manière qu'ont les hommes qui travaillent trop et mangent trop peu. Ses mains étaient marquées de cicatrices sur les articulations et un bleu sur sa mâchoire datait de quelques jours. « Vous avez un nom ?» demanda-t-il. Éléonore Allais. Jonas Robin. Il ne lui tendit pas la main. « Voici ma mère, Marthe. Le vieil homme, c'est mon oncle, Simon. L'autre, c'est David. Il travaille ici. »
Éléonore salua chacun d'eux d'un signe de tête. Marthe marchait déjà vers l'arrière de la maison. Simon était retourné à ce qu'il faisait avant son arrivée. David se contentait de la fixer. Le domaine de Castries est à une journée de route au sud, dit Jonas. Peut-être plus avec ce temps, je sais. Le cocher a du mal comprendre. Ou alors il s'en fichait. La voix de Jonas était plate. Aucun jugement, juste un fait. Il ne le paie pas assez pour qu'il s'en soucie. Est-ce que je peux engager quelqu'un pour m'y conduire demanda Éléonore en regardant autour de la pièce comme si une solution allait surgir d'un coin. J'ai de l'argent. Pas beaucoup, mais... La tempête frappera avant le coucher du soleil, l'interrompit Jonas. Personne ne prendra la route ce soir. Ni demain, sans doute. Éléonore sentit un froid glacial s'installer dans sa poitrine, et cela n'avait rien à voir avec la température extérieure. Combien de temps demanda-t-elle. 2 jours. 3 si c'est vraiment mauvais. On m'attend. Ils vont s'inquiéter. Jonas haussa les épaules, un geste si désinvolte qu'il lui parut cruel. On ne peut rien pour ce qu'il pense. On ne peut pas changer la météo. Marthe réapparut du couloir arrière avec une pile de couvertures. Elle les jeta sur une chaise près du feu, sans cérémonie. « Vous pouvez dormir ici », dit-elle en désignant une petite pièce attenante à la salle principale. C'était peut-être un bureau autrefois, ou un débarras. Maintenant, c'était juste vide. Il y a un lit de camp, il n'est pas douillet. « Ça ira », dit précipitamment Éléonore. « Je vous remercie, vraiment. Je ne voudrais pas être un dérangement. » Trop tard pour ça, dit Marthe, mais sans méchanceté, juste avec lassitude. Jonas passa devant Éléonore vers la porte en décrochant un lourd manteau. « Je vais rentrer votre malle avant que la boue ne gèle dessus. Vous n'êtes pas obligé de... » Il était déjà dehors. Éléonore resta là, entourée d'inconnus dans une maison qui sentait la survie, et sentit tout le poids de ses erreurs peser sur ses épaules. Ce n'était pas le plan. Le plan était simple. Prendre le poste, économiser de l'argent, construire une vie prévisible et propre. La famille de Castries avait écrit des lettres si polies. Ils avaient promis un bon salaire, une chambre privée, des enfants qui aimaient apprendre. Rien de tout cela n'était présent ici. Marthe lui tendit une tasse de café sans lui demander son avis. « Buvez, vous avez l'air d'être sur le point de vous évanouir. » Éléonore prit la tasse, reconnaissante. Le café était assez fort pour ressembler à une punition, mais il était brûlant et c'était suffisant. « Comment vous êtes-vous retrouvé ici ?» demanda Marthe en s'asseyant près du feu. Une annonce dans un journal parisien. Les 2 Castries cherchaient une gouvernante. J'ai répondu. Vous avez fait tout ce chemin juste pour un travail ? Je n'avais pas beaucoup de raisons de rester. Marthe l'étudia pendant un long moment, un regard qui perçait les réponses polies pour débusquer la vérité sous-jacente. La famille, demanda-t-elle. Parti. Récemment, il y a 2 ans, la fièvre a emporté mes 2 parents en une semaine. Marthe hocha lentement la tête, comme si cela expliquait tout. Et qu'avez-vous fait depuis ? J'enseignais dans une école de filles à Paris. Logé et nourri, mais sans vrai salaire. Je voulais quelque chose de plus, quelque chose à moi. Alors vous êtes venu en Auvergne. Éléonore faillit sourire. Ça semblait raisonnable dans les lettres. La porte s'ouvrit à nouveau et Jonas entra en traînant la malle comme si elle ne pesait rien. Il la posa près de la petite chambre, l'eau dégoulinant de son manteau sur le plancher. « Ça va empirer ce soir, dit-il à Marthe. J'ai vérifié les chevaux. Ils vont bien, mais si ça continue, il faudra rentrer plus de bois demain. Je m'en occuperai, dit Simon depuis la table. Non, tu ne le feras pas, répondit Jonas. Non sans une certaine douceur. Ton dos te fait encore souffrir. Simon marmonna quelque chose entre ses dents, mais ne discuta pas. Jonas regarda alors Éléonore, la fixant vraiment, comme s'il essayait de déterminer quel genre de problème elle allait devenir. « Vous savez travailler ?» demanda-t-il. La question l'a pris au dépourvu. Oui, j'ai déjà travaillé. Je veux dire du vrai travail. Cuisiner, nettoyer, s'occuper des bêtes, pas apprendre l'alphabet à des gamins. Éléonore sentit son dos se redresser. J'ai grandi dans une ferme en Normandie avant que mon père ne devienne clerc. Je sais travailler. L'expression de Jonas ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux bougea. Peut-être du respect, ou simplement une réévaluation. Bien, dit-il. Parce que si vous êtes coincé ici pour quelques jours, vous devrez gagner votre croûte. Nous n'avons pas de place pour les passagers. Je ne m'attendrai pas à autre chose. Marthe émit un son qui ressemblait à de l'approbation. Elle pourra m'aider avec le petit demain. Éléonore cligna des yeux. Un bébé ? Ma belle-fille vient d'avoir un fils il y a 3 semaines. Elle est encore en train de se remettre, et j'ai plus de travail que d'heures dans une journée. Vous vous y connaissez en nourrisson ? Un peu. J'ai aidé ma cousine pour son accouchement il y a quelques années. Alors vous ferez l'affaire. Jonas se dirigeait déjà vers le couloir du fond, mettant fin à la conversation. Essayez de dormir, mademoiselle Allais. Le matin arrive tôt ici. Il disparut avant qu'elle ne puisse répondre. Éléonore resta là, sa tasse de café à la main, entourée d'étrangers qui avaient décidé de sa valeur en moins de 10 minutes, et réalisa qu'elle ne savait même pas ce qu'elle venait d'accepter. Le lit de camp était exactement aussi inconfortable que promis. Éléonore, allongée sur le dos, fixait les poutres du plafond en écoutant le vent hurler à l'extérieur comme une créature vivante et en colère.
Les couvertures que Marthe lui avait données sentaient le cèdre et la fumée, et elles étaient plus lourdes que tout ce qu'elle avait connu à Paris. Elle essaya de dormir. En vain. Son esprit tournait en boucle autour des mêmes questions. Que penseraient les deux castrices en ne la voyant pas arriver? Penseraient-ils qu'elle avait changé d'avis? Engagerait-il quelqu'un d'autre? Elle avait signé un contrat. Et s'il l'obligeait à le respecter, s'il demandait un dédommagement pour rupture de contrat? L'anxiété pesait sur sa poitrine comme une pierre. Quelque part plus loin dans la maison, elle entendit des voix, des murmures trop bas pour distinguer les mots. Puis le silence, puis le craquement de pas sur le vieux bois. Éléonore ferma les yeux et se força à respirer lentement, comme sa mère lui avait appris quand les cauchemars venaient après la fièvre. Inspirer par le nez, expirer par la bouche, compter jusqu'à 10. Elle arriva à 7 avant d'entendre le bébé pleurer. Ce n'était pas fort, juste un son ténu et aigu qui perçait le calme comme une aiguille. Cela s'arrêta presque immédiatement, suivi de chuchotements doux et du fredonnement bas d'une voix de femme. Éléonore s'assit, désormais tout à fait réveillée. Les pleurs reprirent, plus insistants cette fois. Elle ne devrait pas s'en mêler. Ce n'était pas sa maison, pas sa famille, pas ses affaires, mais les pleurs ne cessaient pas. Éléonore se leva, ramassa l'une des couvertures sur ses épaules et entra dans la salle principale. Le feu s'était réduit à des braises, plongeant tout dans une ombre orange profond. Elle vit une porte à l'autre bout du couloir, entr'ouverte, laissant passer un filet de lumière. Elle s'avança, pieds nus sur le bois froid, et s'arrêta juste devant. À travers l'entrebâillement, elle aperçut une jeune femme assise dans un fauteuil à bascule, tenant un petit paquet enveloppé de linge blanc. La femme semblait épuisée, la peau pâle, des cernes sombres sous les yeux, ses cheveux s'échappant d'une tresse lâche. Elle essayait de faire téter le bébé, mais il détournait la tête en hurlant. « Allez, mon cœur », murmura la femme d'une voix brisée. « S'il te plaît, juste un peu. » Le bébé cria de plus belle. Éléonore frappa doucement sur le cadre de la porte. La tête de la femme se redressa brusquement, ses yeux écarquillés par une émotion proche de la panique. « Je suis désolé, » dit rapidement Éléonore. « Je ne voulais pas m'immiscer. J'ai juste entendu des pleurs. J'ai pensé que je pourrais peut-être aider. » La femme la regarda comme si elle parlait une langue étrangère. « Je suis Éléonore, » continua-t-elle en entrant dans la chambre. « La diligence m'a déposée ici par erreur. Votre belle-mère, Marthe, m'a dit que je pouvais rester jusqu'à ce que la tempête passe. » Une lueur de reconnaissance traversa le visage de la jeune femme. « Ah oui, Jonas en a parlé. Vous devez être claire. » Elle regarda le bébé, désemparé. « Et voici Théo. Il ne veut pas manger. Je ne sais pas ce que je fais de mal. » Éléonore s'approcha, lente et prudente, comme on s'approche d'un cheval effrayé. « Je peux ?» Claire hésita, puis hocha la tête. Éléonore s'agenouilla près de la chaise, observant le nourrisson. Il était minuscule, le visage rouge, furieux. Ses poings étaient serrés et sa bouche grande ouverte dans un hurlement trop puissant pour son petit corps. « Comment se passent les tétés ?» demanda Éléonore. « Mal. Il prend le sein quelques secondes, puis se retire. Parfois, il ne fait que hurler. Et vous ?» Le visage de Claire se crispa légèrement. « Je suis tellement fatigué que je n'arrive plus à réfléchir. » Éléonore tendit la main et ajusta délicatement la façon dont Claire tenait Théo, l'inclinant un peu plus pour que sa tête soit plus haute. « Essayez maintenant. » Claire présenta à nouveau son sein, et cette fois, Théo s'accrocha. D'abord avec hésitation, puis en trouvant son rythme. Le soulagement sur le visage de Claire fut immédiat et bouleversant. « Comment avez-vous fait ?»« Ma cousine avait le même problème, » dit doucement Éléonore. Sa sage-femme disait que parfois ils ont juste besoin d'un angle différent, moins d'air dans le ventre de cette façon. Claire laissa échapper un souffle qui était à la fois un rire et un sanglot. « Merci. Je pensais que j'étais incapable, je pensais... » Elle s'arrêta en secouant la tête. « Tout le monde me dit que c'est naturel, que je devrais savoir quoi faire, mais ce n'est pas vrai. »« Pas du tout. Personne ne sait d'emblée, » dit Éléonore. On apprend tous au fur et à mesure. Elles restèrent en silence un moment, le bébé tétant, la tempête faisant vibrer les fenêtres. Éléonore aurait dû retourner se coucher, laisser Claire à son intimité, mais quelque chose la retenait. « Où est votre mari ?» demanda-t-elle avant de regretter aussitôt. « Pardon. Ce ne sont pas mes affaires. »« Il est à la grange, » répondit Claire, sans aucune offense. « Une jument est sur le point de mettre bas. Il y est depuis toute la nuit. Jonas est avec lui. »« Jonas et son frère ?» Claire hocha la tête. « David est l'aîné, mais c'est Jonas qui gère le domaine. Il l'a toujours fait, même quand leur père était encore en vie. David l'aide, mais son cœur n'y est pas vraiment. Il voulait partir dans le sud, travailler sur les chantiers de chemin de fer. Mais on s'est mariés, je suis tombée enceinte et... » Elle s'interrompit en regardant Théo. « Et nous voilà. Est-ce que vous vous plaisez ici ?» Claire resta silencieuse un long moment. « Je ne sais pas encore, » finit-elle par dire. « Reposez-moi la question dans un an. » Éléonore sourit. « C'est juste. » Théo s'était endormi, son petit visage détendu et paisible. Claire le déplaça doucement contre son épaule, lui tapotant le dos avec de lents mouvements circulaires. « Vous êtes doué pour ça, dit-elle à Éléonore. Pour aider les gens. Vous avez dû le faire souvent. Pas vraiment.
J'ai juste observé ceux qui savaient faire. Eh bien, vous êtes meilleur que moi. Vous vous en sortez très bien. Vous êtes juste épuisé. Les yeux de Claire s'emplirent de larmes soudaines et involontaires. Je suis si fatigué que j'ai l'impression que je pourrais mourir. Éléonore tendit la main et lui serra la sienne, avec douceur mais fermeté. Vous ne mourrez pas, je vous le promets. Vous finirez par dormir, et quand vous vous réveillerez, vous serez un peu moins fatigué, puis encore un peu moins après cela. Ça devient plus facile. Vraiment? C'est ce qu'on m'a dit. Claire rit doucement en essuyant ses yeux. Ce n'est pas vraiment un argument de vente infaillible. C'est tout ce que j'ai en stock. Elles restèrent ensemble jusqu'à ce que Théo soit profondément endormi, sa respiration douce et régulière. Puis Éléonore aida Claire à l'installer dans un petit berceau près du lit, bordant la couverture avec soin. « Merci », murmura Claire. « Vraiment, quand vous voulez. » Éléonore se glissa hors de la chambre et retourna dans le couloir glacial, resserrant sa couverture autour d'elle. La maison était de nouveau silencieuse. Ce genre de silence qui donne l'impression que le bâtiment retient son souffle. Elle était à mi-chemin de son lit de camp quand elle le vit. Jonas se tenait dans l'encadrement de la porte de la salle commune, portant toujours son manteau, de la neige poudrant ses épaules. Il l'observait. Éléonore se figea. « La tempête est pire que ce que je pensais », dit-il d'une voix basse pour ne pas réveiller les autres. « On sera bloqué ici au moins 3 jours, peut-être 4. J'ai entendu. Est-ce que c'est un problème pour vous ?» Éléonore pensa aux 2 castrices, au contrat, à tout ce qu'elle avait laissé derrière elle à Paris pour arriver ici. Puis elle repensa au visage épuisé de Claire, aux petits points de Théo et à la façon dont cette maison semblait ne tenir debout que par la simple force de l'entêtement et de la volonté. « Non, dit-elle, ce n'est pas un problème. » Jonas fit un signe de tête, puis se tourna vers le feu, enlevant son manteau pour le mettre à sécher. Éléonore retourna dans sa petite chambre, s'allongea, et cette fois, elle dormit d'un trait. Le matin arriva, brutal et éclatant de lumière. Éléonore fut réveillée par le bruit de bottes sur le parquet et une odeur de brûlé. Elle s'assit, désorientée, et réalisa que sa chambre était glaciale. Le feu avait dû s'éteindre pendant la nuit. Elle s'habilla rapidement, superposant tout ce qu'elle possédait, et entra dans la pièce principale. Marthe était devant la cuisinière, remuant quelque chose dans une poêle avec plus d'agressivité que nécessaire. Simon était assis à la table, mangeant en silence. David était introuvable, et Jonas enfilait de gros gants près de la porte. Son visage affichait la même expression indéchiffrable que la veille. « Vous voilà debout », dit Marthe sans la regarder. « C'est bien. J'ai besoin d'aide pour le petit déjeuner. » Éléonore se dirigea instinctivement vers les fourneaux, attachant ses cheveux avec un ruban. « Qu'est-ce que vous préparez? Des œufs, du lard et des biscuits, si je ne les brûle pas. Je peux m'occuper des biscuits. » Marthe s'écarta sans discuter, lui tendant la boîte de farine. « Ne les faites pas trop sophistiqués. Faites-les juste comestibles. » Éléonore travailla rapidement, ses mains retrouvant le rythme malgré les années. Mélanger la farine, le sel, la levure, incorporer le saindoux, ajouter le lait lentement jusqu'à ce que la pâte se tienne, l'étaler, découper des cercles, enfourner. Simple. Familier. Elle les avait mis au four avant même que Marthe n'ait fini les œufs. « Vous ne mentiez pas quand vous disiez savoir travailler », dit Marthe avec une pointe d'approbation réticente. « Je ne mens jamais. Tout le monde ment. Pas sur la cuisine. » Marthe faillit esquisser un sourire. Jonas rentra à ce moment-là, secouant la neige de son chapeau. « Les chevaux sont nourris, la grange est sécurisée, mais on va avoir besoin de plus de bois avant ce soir. »« Je vais y aller », commença Simon, mais Jonas le coupa net. « Je t'ai déjà dit que ton dos n'est pas remis. »« Ça va. » »« Non, ça ne va pas. » Ils se fixèrent un instant, reprenant silencieusement une vieille dispute. Puis Simon grogna et retourna à son assiette. « Je peux aider », proposa Éléonore. Jonas la regarda comme si elle venait de suggérer une absurdité. « Vous ? Je suis capable de porter du bois. C'est lourd. Moi aussi. » Marthe émit à nouveau ce son, ce presque rire qui signifiait qu'elle était amusée mais ne l'admettrait pas. Jonas étudia Éléonore un long moment, puis haussa les épaules. « Très bien. Après le petit déjeuner. » Ils mangèrent par roulement. D'abord les hommes, puis Marthe et Éléonore, puis Claire quand elle sortit enfin de sa chambre avec une mine de déterré. Théo s'agitait à nouveau, et Éléonore le prit sans demander, le berçant doucement pendant que Claire mangeait des œufs froids avec des mains tremblantes. « Vous êtes doué avec lui, » dit Jonas. C'était la première fois qu'il s'adressait directement à elle depuis la veille au soir. « Il est facile, » répondit Éléonore, ce qui était faux mais semblait être la bonne chose à dire. « Claire pense que vous êtes une sorte de miracle. Je n'en suis pas un. Je le sais, mais elle est assez fatiguée pour y croire quand même. » Éléonore leva les yeux vers lui, surprise par sa franchise. Le visage de Jonas restait illisible, mais il y avait quelque chose de plus doux dans son regard, quelque chose qui ressemblait presque à de la gratitude. « Votre frère devrait passer plus de temps avec elle, » dit Éléonore avant de pouvoir se retenir. L'expression de Jonas se durcit. Il fait ce qu'il peut. « Vraiment ? Ce ne sont pas vos affaires. »« Vous avez raison. Je suis désolé. » Ils restèrent dans un silence tendu, Théo s'agitant entre eux, jusqu'à ce que Marthe rappelle Jonas à la table.
Éléonore rendit le bébé à Claire et alla vérifier les biscuits. Ils étaient parfaits, dorés, feuilletés, exactement comme ceux que sa mère faisait autrefois. Elle les posa sur la table et, pour la première fois depuis son arrivée, le silence qui s'installa dans la pièce ressemblait à une marque de respect. Transporter le bois s'avéra être exactement aussi pénible qu'Éléonore s'y attendait. La pile de bois était derrière la grange, à moitié ensevelie sous la neige, et chaque bûche semblait peser plus lourd que la précédente. Jonas travaillait dans un silence constant, empilant les morceaux dans une brouette pour les ramener à la maison. Éléonore faisait de même, plus lentement, les bras brûlants sous l'effort. « Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme, » dit Jonas après le 3e trajet. « Je n'essaie pas de suivre votre rythme. Vous allez vous blesser. »« Je vais bien. » Il lui jeta un regard qui signifiait clairement qu'il ne le croyait pas, mais il ne discuta pas. Ils travaillèrent pendant 1 heure, peut-être plus, jusqu'à ce que les mains d'Éléonore soient engourdies et que son dos hurle de douleur. Quand ils eurent enfin fini, Jonas fit un signe de tête vers la maison. « Allez vous réchauffer. Je vais finir d'empiler. Je sais que vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé. » Éléonore voulut protester, voulut prouver qu'elle n'était ni fragile ni inutile, mais ses doigts étaient si gelés qu'ils ne pliaient plus correctement et sa fierté ne valait pas des engelures. « Merci, dit-elle doucement. Jonas se contenta de hocher la tête et retourna à sa besogne. À l'intérieur, Marthe l'attendait avec du café chaud. Éléonore enveloppa ses mains autour de la tasse et laissa la chaleur pénétrer ses os. « Il est têtu, » dit Marthe en regardant Jonas travailler par la fenêtre. « Mais il est juste. S'il voit que vous avez de la volonté, il vous traitera comme l'une des nôtres. »« Je ne suis pas d'ici, » répondit Éléonore. Pas encore, Éléonore ne sut quoi répondre, alors elle but son café en silence. La journée s'écoula par étapes lentes et épuisantes. Éléonore aida Marthe pour la lessive, frottant le linge dans une eau si froide que ses articulations lui faisaient mal. Elle surveilla Claire et Théo, glissant de petites suggestions qui semblaient porter leurs fruits. Elle éplucha des pommes de terre pour le dîner, pétrit la pâte pour le pain du lendemain, balaya des sols qui ne semblaient jamais rester propres. Et à travers tout cela, elle observait. Elle observait la façon dont Jonas se déplaçait sur le domaine comme s'il en faisait partie intégrante. Chaque geste était délibéré, efficace. Elle observait la façon dont David évitait le regard de sa femme, la culpabilité gravée sur son visage. Elle observait Marthe maintenir l'équilibre de tout le foyer par la seule force de sa volonté. Ce n'était pas une famille, c'était une machine qui avançait parce que s'arrêter signifiait la fin. Et d'une certaine manière, sans le vouloir, Éléonore était devenue un rouage de cette machine. À la tombée de la nuit, elle était si fatiguée qu'elle tenait à peine debout. Mais quand Claire lui demanda si elle voulait bien s'asseoir encore avec elle pendant que Théo tétait, Éléonore accepta. Elles parlèrent de choses insignifiantes. La météo, la ferme, l'impossibilité de chauffer une maison quand le vent ne s'arrête jamais. Claire l'interrogea sur Paris et Éléonore lui parla de l'école, des filles qui détestaient la grammaire et adoraient les histoires, de l'odeur de la ville mêlée de pluie et de fumée de charbon. « Est-ce que ça vous manque ?» demanda Claire. « Parfois, mais pas autant que je l'aurais cru. »« Pourquoi donc ?» Éléonore regarda Théo, qui dormait paisiblement, et chercha ses mots. « Parce qu'à Paris, j'avais l'impression d'attendre que ma vie commence, finit-elle par dire. Et ici, quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'elle a déjà commencé. » Claire sourit, d'un sourire triste et lucide. « Faites attention. L'Auvergne a l'art de vous faire croire que vous êtes à votre place, juste avant de vous rappeler que ce n'est pas le cas. Est-ce qui vous est arrivé? Je ne sais pas encore. Reposez-moi la question dans 1 an. » Éléonore rit doucement et, pour la première fois depuis qu'elle était descendue de cette diligence, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de la paix. La 3e nuit, la tempête finit par se calmer. Éléonore se tenait à la fenêtre, regardant le ciel se dégager et les étoiles apparaître, vives, froides et infinies. Demain, quelqu'un irait en ville. Demain, elle pourrait envoyer un message aux 2 Castris. Demain, tout reprendrait comme prévu. Mais ce soir, elle se tenait dans une maison qui n'était pas la sienne, entourée de gens qui ne lui devaient rien, et elle se sentait plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis 2 ans. Jonas apparut à ses côtés, silencieux comme à son habitude. « La tempête est finie, dit-il. Je sais. On vous emmènera chez les 2 Castris avant la fin de la semaine. Je sais. » Ils restèrent ensemble, sans se toucher, à contempler les étoiles. « Merci, dit Éléonore, de m'avoir permis de rester. On n'avait pas vraiment le choix. Si vous l'aviez, vous auriez pu me renvoyer. » Jonas resta silencieux un long moment, puis murmura. « Non, je n'aurais pas pu. » Éléonore le regarda, mais son visage était détourné, perdu dans l'ombre. « Pourquoi pas ?» demanda-t-elle. Il ne répondit pas, et Éléonore réalisa avec une certitude qui ressemblait à une chute vertigineuse qu'elle n'avait pas envie de partir. Pas encore. Peut-être jamais. Le trajet vers le domaine de Castris dura 4 heures en charrette, et chaque minute lui parut fausse. Éléonore était assise à côté de Jonas sur le banc, sa malle bringue-ballant derrière eux, regardant la ferme des Robins disparaître au loin. Le ciel était limpide maintenant, d'un bleu presque douloureux,
et la neige avait déjà commencé à fondre par plaques dans la vallée. Tout paraissait différent à la lumière du jour, plus petit, moins menaçant. Elle avait dit au revoir à Marthe le matin même, de façon brève et maladroite, chacune feignant que ce départ n'avait pas d'importance. Claire avait pleuré, ce qui avait surpris Éléonore plus qu'il n'aurait dû. Même Théo s'était agité quand elle avait embrassé son front, comme s'il savait qu'elle s'en allait. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », avait dit Claire. « Je vais juste là où j'étais censé aller au départ. »« Je sais », avait murmuré Claire, « mais ça semble quand même mal. » Maintenant, assise à côté de Jonas alors que la charrette grinçait sur les ornières gelées, Éléonore ne pouvait chasser ce même sentiment. « Vous êtes bien silencieuse, dit Jonas sans la regarder. Je réfléchis. À quoi ? Au fait qu'il est étrange qu'il y a une semaine, je ne savais même pas que vous existiez. » La bouche de Jonas eut un tressaillement, presque un sourire. Étrange pour nous aussi. Est-ce toujours comme ça ici ? Des gens qui apparaissent de nulle part ? Non, vous êtes la première égarée qu'on ramasse depuis des années. Éléonore le regarda. Égarée ? Vous avez un meilleur mot ? Elle y réfléchit. Invité ? Les invités ne font pas la lessive. C'est vrai. Ils roulèrent en silence un moment, le paysage s'ouvrant autour d'eux. Des collines vallonnées, des montagnes lointaines. Ce genre de vide qui vous fait vous sentir à la fois minuscule et important. Éléonore avait lu des descriptions de l'Auvergne dans les journaux, vu des illustrations dans des magazines, mais rien ne l'avait préparé à la réalité. L'immensité, le silence, la façon dont cela faisait paraître Paris comme un souvenir d'une autre vie. « Vous êtes nerveuse » demanda Jonas. « À propos des deux castrices ?»« Oui. » Éléonore envisagea de mentir, puis changea d'avis. Un peu. Ils attendent quelqu'un de distingué, de professionnel, pas quelqu'un qui arrive avec une semaine de retard, couverte de poussière de ferme. Vous présentez bien. J'ai l'air d'avoir dormi sur un lit de camp et d'avoir transporté du bois. Comme je l'ai dit, ça va. Cette fois, Éléonore sourit pour de bon. Jonas le remarqua du coin de l'œil et son expression s'adoucit. « Ils ont de la chance de vous avoir, dit-il doucement, même si vous êtes en retard. » Éléonore ne sut quoi répondre. Le domaine de Castries apparut vers midi, exactement comme dans la description. 3 étages, des colonnes blanches, une roseraie devant la façade, dénudée pour l'instant mais visiblement entretenue avec un soin obsessionnel. On aurait dit qu'on avait déraciné un château de la Loire pour le parachuter au milieu des volcans d'Auvergne, totalement déplacé et agressivement fier de l'être. Jonas arrêta la charrette devant l'entrée principale et resta un moment à observer la bâtisse. « Imposant », finit-il par dire. « Très. Vous êtes sûr de vous ?» Éléonore le regarda, surprise. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je veux dire qu'il est encore temps de changer d'avis. Et pour faire quoi ? Revenir à votre ferme et faire la lessive pour toujours ?» Jonas haussa les épaules. Il y a pire. Éléonore sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine, quelque chose qu'elle avait soigneusement gardé scellé depuis le moment où elle était descendue de la diligence. Elle avait envie de lui dire qu'elle y avait pensé, qu'elle était restée éveillée la nuit dernière à imaginer des scénarios où elle ne montait pas dans cette charrette, où elle restait dans cette petite chambre froide pour se rendre utile jusqu'à ce que l'utilité devienne nécessité. Mais c'était insensé. Elle avait un contrat, un travail, un plan. « Je suis sûre, dit-elle, détestant l'hésitation dans sa propre voix. Jonas hocha la tête et descendit de la charrette. Il sortit sa malle comme si elle ne pesait rien et la porta jusqu'aux marches du perron. La porte s'ouvrit avant qu'Éléonore ne puisse frapper. Un homme se tenait là, la cinquantaine, les cheveux argentés et le genre de visage qui suggérait qu'il souriait souvent, mais pas en ce moment. Il portait un costume coûteux et regarda Jonas comme s'il s'agissait d'une saleté collée sous sa botte. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'un ton qui signifiait clairement le contraire. Éléonore Hallet, dit rapidement la jeune femme en s'avançant. « Je suis la gouvernante que vous avez engagée. Je m'excuse pour le retard. » Il y a eu une confusion avec la diligence. Mademoiselle Hallet. L'expression de l'homme changea instantanément, mais pas de la manière qu'elle attendait. « Oui. Nous vous attendions. » Quelque chose dans son ton lui noua l'estomac. « Je suis vraiment désolé. Le cocher m'a déposé à la mauvaise ferme. Puis la tempête a frappé et... Je vous en prie, entrez. » Il s'écarta, lui faisant signe de passer, mais sans faire un geste pour l'aider avec sa malle. Jonas la porta à l'intérieur sans qu'on le lui demande, la posant dans le grand hall avec une précision méticuleuse. L'intérieur de la maison était exactement aussi froid qu'il en avait l'air de l'extérieur. Tout n'était que marbre, bois sombre et portraits de gens qui n'avaient probablement jamais souri. « Je suis Richard de Castries, » dit l'homme, sans toujours pas lui tendre la main. « Bienvenue chez moi. Ravi de vous rencontrer, monsieur. Encore une fois, je m'excuse pour où étiez-vous exactement la semaine dernière, mademoiselle Hallet ?» La question tomba, tranchante, accusatrice. Éléonore cligna des yeux. « Je vous l'ai dit, le cocher a fait une erreur. Il m'a déposé dans une ferme à une trentaine de kilomètres au nord d'ici, le domaine des Robins. La tempête a rendu tout déplacement impossible, alors ils ont eu la gentillesse de m'héberger jusqu'à le domaine des Robins. » Le visage de Castries se durcit. « Vous êtes resté chez ces gens-là ?» À ses côtés, Éléonore sentit Jonas se figer. « Oui, dit-elle prudemment.
Ils ont été des hôtes généreux dans des circonstances difficiles. Généreux? De Castries rit, mais sans aucune trace d'humour. C'est un choix de mots intéressant. Je ne suis pas sûr de comprendre. Non, je n'imagine pas que vous compreniez. De Castries tourna son attention vers Jonas pour la première fois, et le mépris dans son regard était si flagrant qu'Éléonore se sentit embarrassée pour lui. Vous pouvez disposer. Merci d'avoir ramené cette demoiselle. Jonas ne bougea pas. Sa mâchoire était contractée et Éléonore voyait ses mains se crisper. Jonas, dit-elle doucement, tout va bien. Vraiment? Il regardait De Castries, pas elle. Oui, merci, pour tout. Jonas soutint le regard de Castries un long moment, puis fit demi-tour et sortit sans un mot. La porte se referma derrière lui avec un bruit sec, comme celui d'une cellule de prison. De Castries attendit que la charrette se soit éloignée avant de reprendre la parole. J'imagine que vous ignorez tout de la situation de la famille Robin. Quelle situation? Ce sont des squatteurs, mademoiselle Allais. Des voleurs. Ils occupent des terres qui m'appartiennent légalement depuis 3 ans, refusant de partir malgré de multiples avertissements et des injonctions juridiques. Éléonore sentit le sol se dérober sous ses pieds. Je ne savais pas, évidemment. Sinon, je doute que vous auriez accepté leur hospitalité si volontiers. Ils me semblaient être des gens honnêtes. Les gens honnêtes respectent le droit de propriété et la loi. De Castries s'enfonça plus avant dans la maison. Venez. Nous avons des choses à discuter. Éléonore le suivit à travers une enfilade de pièces de plus en plus ornées jusqu'à ce qu'ils atteignent ce qui semblait être une bibliothèque. Des étagères du sol au plafond, des meubles en cuir, un bureau de la taille de sa chambre à la ferme. Il lui fit signe de s'asseoir. Elle resta debout. « Mademoiselle Allais, je veux être clair avec vous, » dit De Castries en s'installant derrière son bureau. « Le poste que je vous ai proposé s'accompagne de certaines attentes. Ponctualité, fiabilité, discrétion. Votre arrivée avec 1 semaine de retard démontre un manquement à ces 3 critères. Ce n'est pas juste. Je ne pouvais pas contrôler la météo. Vous auriez pu envoyer un message. Il y a des lignes télégraphiques, des courriers. Vous avez choisi de rester confortablement installé pendant que ma famille se demandait si vous étiez morte ou si vous aviez simplement changé d'avis. Je n'ai pas pensé non, en effet. Il ramassa une feuille de papier sur son bureau et la fit glisser vers elle. Voici le contrat que vous avez signé. L'avez-vous relu récemment? Éléonore le prit avec des mains tremblantes. Elle l'avait lu des dizaines de fois à Paris, mémorisant chaque clause, chaque promesse. Maintenant, les mots semblaient se brouiller sur la page. Article 7, dit De Castries. Rupture de contrat. Si l'employé ne se présente pas au lieu spécifié à la date convenue, ou s'il ne remplit pas ses devoirs à la satisfaction de l'employeur, il est redevable de dommages et intérêts incluant, sans illimité, les salaires perdus, les frais de remplacement et tout préjudice financier causé par son absence. J'étais là, s'exclama Éléonore, la voix montante. J'étais à 30 kilomètres, bloqué par la tempête. Et pourtant, vous n'étiez pas ici. Dans cette maison où l'on avait besoin de vous. Personne n'aurait pu voyager par ce temps. Le cocher de la diligence a pourtant réussi à continuer sa route vers le sud après vous avoir déposé. Il est arrivé ici à l'heure et nous a informé de son erreur. Nous avons envoyé des cavaliers pour vous chercher. Ils ont trouvé la ferme des Robins vide, à l'exception d'un vieil homme qui a prétendu ignorer où vous étiez. L'esprit d'Éléonore tourbillonna. Simon. Ils avaient dû passer pendant qu'elle aidait Claire ou qu'elle transportait du bois, dans l'un de ces moments où elle était trop occupée pour remarquer l'approche de cavaliers. J'y étais, insista-t-elle. Ils ont dû me rater. Ou peut-être que les Robins vous ont délibérément caché pour me causer des ennuis. C'est absurde. L'est-ce vraiment? Ces gens essaient de saper mes droits sur ces terres depuis des années. Quel meilleur moyen que d'intercepter mon employée et de la monter contre moi avant même qu'elle n'arrive? Éléonore sentit une pointe de froid dans son estomac. Vous pensez qu'ils m'ont gardé là-bas exprès? Je pense que c'est une possibilité qui mérite d'être envisagée. Ils m'ont nourri, logé, sans rien demander en retour. Comme c'est noble de leur part, De Castries se leva et marcha vers la fenêtre, lui tournant le dos. Mademoiselle Allais, je vais être franc avec vous. Les enfants ont besoin d'une gouvernante. Vous m'avez été chaudement recommandé à Paris. Je préférerais honorer notre contrat et vous voir commencer le travail immédiatement. Mais j'ai besoin de savoir que vous comprenez la situation ici. Les Robins ne sont pas vos amis. Ce sont des criminels qui squattent une terre qui m'appartient. Si vous avez développé une loyauté mal placée envers eux pendant votre court séjour, j'ai besoin de le savoir maintenant. Éléonore fixa le dos de sa tête, l'esprit en compote. Rien de ce qu'il disait ne correspondait à ce qu'elle avait vécu. La gentillesse épuisée de Marthe, la gratitude désespérée de Claire, la protection silencieuse de Jonas. Rien de tout cela ne ressemblait à de la manipulation, mais elle n'était restée là-bas qu'1 semaine, et cet homme possédait la moitié de la région. Je n'ai aucune loyauté envers eux, s'entendit-elle dire. Les mots avaient un goût de fer. Bien. De Castries se retourna et son visage redevint plaisant, presque chaleureux. Alors nous pouvons oublier ce fâcheux incident. Je vais demander à Madame Brémond de vous montrer votre chambre.
Les enfants ont hâte de vous rencontrer. Nous commencerons demain matin et nous pourrons tous faire comme si la semaine dernière n'avait jamais existé. » Éléonore hocha la tête, anesthésiée. Une femme apparut dans l'encadrement de la porte comme par enchantement. D'un certain âge, sévère, vêtue de noir. Madame Brémond, sans doute. Elle conduisit Éléonore en haut de 2 escaliers jusqu'à une chambre petite mais confortable dans l'ailesse. La fenêtre donnait sur la roseraie et la vallée au loin. « Le dîner est à 18h, dit Madame Brémond. Vous mangerez avec la famille ce soir. Par la suite, vous prendrez vos repas avec les enfants, sauf demande contraire de Monsieur de Castries. Merci. » Madame Brémond partit sans un mot de plus. Éléonore s'assit sur le bord du lit, moelleux, tellement plus que le lit de camp de la ferme, et essaya de se rappeler pourquoi elle avait tant voulu cela. L'argent, l'indépendance, la chance de construire quelque chose à elle. Tout cela semblait très loin maintenant. Elle déballa sa malle lentement, suspendant ses 2 meilleures robes dans l'armoire, rangeant ses livres sur l'étagère près de la fenêtre. Chaque chose avait sa place ici. Tout était ordonné, propre, prévisible. Cela aurait dû ressembler à un soulagement. Au lieu de cela, elle se sentait en cage. Le dîner fut un supplice. La famille de Castries se composait de Richard, de sa femme Victoria et de leurs 3 enfants. Marguerite, 12 ans, Guillaume, 9 ans et Charlotte, 6 ans. Ils étaient assis à une table qui aurait pu accueillir 20 convives, mangeant des plats préparés par des gens qu'Éléonore ne voyait jamais, et tenant des conversations qui semblaient répétées à l'avance. Marguerite interrogea Éléonore sur Paris, avec un désintérêt poli qui suggérait qu'on lui avait ordonné de poser la question. Guillaume ne disait rien, entièrement concentré sur la découpe de sa viande en carrés identiques. Charlotte fixait Éléonore avec une méfiance évidente. « Mademoiselle Halley commencera les leçons demain, » dit Victoria en souriant à ses enfants. « J'attends de vous que vous soyez exemplaires. »« Oui, maman, » répondirent-ils en chœur. Éléonore essaya de rendre le sourire. Elle essaya de ressentir de l'enthousiasme pour le travail qu'elle était venue accomplir. C'étaient de bons enfants, sans doute. Intelligents, bien nourris. Ils avaient accès aux livres, à la musique, à tout ce qu'elle rêvait d'offrir à ses élèves. Mais elle ne pouvait s'empêcher de penser aux petits poings serrés de Théo, aux larmes d'épuisement de Claire, et à la façon dont Marthe lui avait dit que ça irait. Comme si c'était à la fois un reproche et un encouragement. « Mademoiselle Halley, tout va bien, demanda Victoria. Vous êtes toute pâle. Je vais bien. Juste la fatigue du voyage. Bien sûr. Richard m'a raconté votre calvaire chez ces squatteurs. La fourchette d'Éléonore s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Ils n'étaient pas, je veux dire, ils ont été très gentils. Gentils ? Victoria tamponna ses lèvres avec une serviette. Eh bien, c'est généreux de votre part de le dire. Richard intervint avec fluidité. Ma femme a des sentiments très arrêtés sur la question des Robin. Nous avons perdu un investissement important quand ils ont refusé de quitter la propriété. Quel genre d'investissement ? Demanda Éléonore avant de pouvoir se retenir. Nous avions prévu de construire un moulin sur leur terre. Les droits d'eau à eux seuls valent des milliers d'euros. Mais ils ont contesté notre titre de propriété à chaque étape, multipliant les pétitions et les appels. Cela a été extrêmement coûteux, sans parler de la frustration. Éléonore posa sa fourchette avec précaution. Ils m'ont dit que la terre leur appartenait. La table devint brusquement silencieuse. « J'en suis sûr, » dit Richard d'une voix plaisante, mais avec une pointe d'acier sous-jacente. Les squatteurs ont toujours des histoires très convaincantes pour expliquer pourquoi ils méritent ce qui n'est pas à eux. Éléonore voulut protester, voulut demander comment ils pouvaient en être si certains, voulut exiger des preuves. Mais elle était assise dans la maison de cet homme, mangeait son pain, liée par un contrat pour élever ses enfants. Alors, elle ne dit rien. Après le dîner, elle prit congé et retourna dans sa chambre. Elle essaya de lire mais n'arrivait pas à se concentrer, essaya de dormir mais resta éveillée à fixer le plafond, l'esprit en ébullition. Vers 2h du matin, elle se leva et alla à la fenêtre. D'ici, elle voyait vers le nord, vers les montagnes, vers la ferme des Robins, invisible dans les ténèbres. Elle repensa à Jonas debout à ses côtés sous la lumière des étoiles, disant qu'il n'aurait pas pu la renvoyer quand elle l'avait remercié. Elle pensa au presque sourire de Marthe quand les biscuits étaient sortis parfaits du four. Elle pensa à Claire disant qu'il fallait lui reposer la question dans un an, comme si la survie était une chose qu'on gagnait jour après jour. Et elle pensa au visage de Richard de Castries quand il les avait qualifiés de criminels. Quelqu'un mentait. Éléonore ne savait juste pas encore qui. Le lendemain matin commença par des cloches. Éléonore fut réveillée par leur vacarme résonnant dans toute la maison. Pas des cloches d'église, mais quelque chose de plus strident, de plus pressant. Elle s'habilla en hâte et trouva Madame Brémond dans le couloir, l'air sombre. « Que se passe-t-il » demanda Éléonore. « Un incendie dans le pâturage sud. Monsieur de Castries veut que tout le monde soit rassemblé. Ils se réunirent dans le hall. La famille, le personnel, tout le monde. » Richard se tenait au centre, déjà en tenue d'équitation, le visage noir de colère. « Est-ce grave » demanda Victoria. « Assez. La cabane du berger a brûlé. 300 mètres de clôture aussi.
Tout le pâturage y passait si le vent n'avait pas tourné. Est-ce que quelqu'un a vu comment ça a commencé? Les yeux de Richard se posèrent sur Éléonore, puis se détournèrent. Nous avons nos soupçons. Le sous-entendu était clair. Éléonore sentit son cœur se serrer. Vous pensez que ce sont les Robins? Je pense que le moment est bien choisi. Vous arrivez ici, ils savent que vous travaillez pour moi désormais, et soudain j'ai un incendie? Ça n'a pas de sens. Pourquoi ferait-il ça? La vengeance, mademoiselle Halley, l'intimidation. Ces gens ne réfléchissent pas comme des êtres civilisés. L'un des gardes du domaine entra à ce moment-là, son chapeau à la main, l'air nerveux. Monsieur, nous avons trouvé des traces de sabots partant vers le nord depuis le lieu du sinistre. Combien de cavaliers? 2, peut-être 3. Difficile à dire. Richard hocha lentement la tête, comme si cela confirmait ses dires. Poster des gardes à la limite de la propriété. Personne de cette ferme ne met les pieds sur mes terres, et s'ils essaient, il s'interrompit, regarda sa femme et ses enfants, et modéra son ton. S'ils essaient, vous appelez la gendarmerie. Le personnel se dispersa. La famille retourna au petit déjeuner, et Éléonore resta plantée dans le hall avec l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle passa la matinée à essayer de se concentrer sur les leçons. Marguerite était brillante, mais s'ennuyait. Guillaume était anxieux et perfectionniste. Charlotte avait 6 ans et l'attention d'un moineau. C'étaient des enfants normaux, agréables. Éléonore faisait son travail malgré tout, répétant mécaniquement ses explications sur la grammaire, l'arithmétique et la géographie pendant que son esprit tournait en rond. Au déjeuner, Madame Brémond apporta des nouvelles. Les gendarmes avaient été prévenus. Des témoins auraient été trouvés. Tout indiquait un incendie criminel, délibéré et ciblé. Au dîner, Richard annonça qu'il engageait des poursuites judiciaires contre la famille Robin, qu'il paierait pour les dégâts, que c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et Éléonore resta assise là, poussant la nourriture dans son assiette, repensant aux mains attentives de Jonas empilant le bois, aux yeux fatigués de Marthe et à la culpabilité de David fuyant sa femme. Rien de tout cela ne collait. Cette nuit-là, elle ne put de nouveau pas dormir. Elle arpentait sa chambre, usant le tapis, essayant de se convaincre de croire à la version de Richard. En vain. À 2 heures du matin, elle prit une décision. Elle enfila ses vêtements les plus simples, mit son lourd manteau et se glissa hors de la maison par la porte de la cuisine. La nuit était glaciale mais claire. Elle connaissait la direction du nord, savait à peu près à quelle distance c'était. Elle savait qu'il était insensé de marcher 30 kilomètres dans l'obscurité, mais elle le fit quand même. Elle avait parcouru 5 kilomètres quand un cavalier la trouva. Éléonore entendit le cheval avant de le voir. Un bruit de sabots sur le sol gelé, rapide et déterminé. Elle se retourna, le cœur battant à tout rompre, et vit une silhouette sombre se découper dans la nuit. Jonas. Il s'arrêta net à côté d'elle, la regardant depuis sa selle avec une expression oscillant entre la colère et l'incrédulité. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il. « Je marche, je vois bien. Mais pour aller où ? Vers votre ferme. Au milieu de la nuit ? Oui. » Jonas la fixa un long moment, puis descendit de cheval d'un mouvement fluide. « Vous allez geler, je vais bien. » « Non, vous n'allez pas bien. Vous êtes à 5 kilomètres de chez De Castris, sans cheval, sans provisions et sans bon sens. » Éléonore sentit une chaleur monter en elle. « J'ai besoin de savoir si c'est vous. Si c'est nous quoi ? L'incendie. Est-ce que vous avez brûlé son pâturage ?» Jonas devint totalement immobile. Sous la lumière de la lune, son visage n'était qu'ombres et angles vifs. « Non, » dit-il doucement. « Les traces de sabots, ce n'étaient pas les nôtres. Comment puis-je en être sûr ? Parce que je vous le dis. Et je suis censé vous croire sur parole. Oui, vous le devez. » Ils restèrent face à face dans le noir glacial, leur respiration formant de la buée entre eux. « Il dit que vous êtes des squatteurs, dit Éléonore. Il dit que la terre est à lui. Il se trompe. Il a des documents légaux. Nous aussi. Alors pourquoi ne pas les avoir montrés au tribunal ?» Jonas contracta la mâchoire. « Nous l'avons fait. » Plusieurs fois. De Castris a plus d'argent que nous, de meilleurs avocats, le genre d'influence qui fait que les juges voient les choses à sa façon. Ce n'est pas comme ça que la loi fonctionne. C'est exactement comme ça qu'elle fonctionne ici. Vous le savez, ou vous devriez le savoir maintenant. Éléonore sentit les larmes lui piquer les yeux, un mélange de frustration, de confusion et d'épuisement. Je ne sais plus quoi croire. Alors croyez ceci, Jonas fit un pas vers elle, et sa voix baissa d'un ton. Mon père a déposé cette demande en 1867, avant même que De Castris ne mette un pied en Auvergne. Nous avons les documents originaux, signés et certifiés. Nous payons des impôts sur cette terre depuis 17 ans. Nous avons tout construit ici avec de la sueur, de la terre et de l'entêtement. Et nous ne partirons pas parce qu'un homme riche a décidé qu'il voulait ce qui nous appartient. Pourquoi ne pas m'avoir dit tout ça avant ? Parce que ce n'était pas votre problème. Et maintenant ça l'est ? Maintenant vous êtes là, dans le noir, à me demander si je suis un criminel. Alors oui, maintenant ça l'est. Éléonore s'enveloppa de ses bras, grelottant malgré son manteau. J'ai signé un contrat avec lui. Je sais. Je ne peux pas simplement partir comme ça, je le sais aussi. Alors pourquoi êtes-vous là ? Jonas la regarda longuement et quelque chose se brisa dans son expression.
Parce que quand j'ai appris que vous aviez quitté votre chambre au milieu de la nuit, j'ai pensé. » Il s'interrompit en secouant la tête. « Peu importe ce que j'ai pensé. Dites-le moi. J'ai pensé que vous étiez en danger et je ne pouvais pas. » Il s'arrêta de nouveau, les mots semblant rester bloqués dans sa gorge. Le cœur d'Éléonore Hall battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait rompre le silence de cette nuit glaciale. Elle fixait Jonas, cherchant une réponse dans ses yeux sombres. « Vous ne pouviez pas quoi ?» murmura-t-elle. Jonas soupira, et son souffle forma un nuage de vapeur entre eux. « Je ne pouvais pas vous laisser affronter ça seul. C'est tout. » Le silence qui suivit semblait peser des tonnes, chargé de tout ce qu'il n'osait pas encore s'avouer. « De Castries ne va pas en rester là, » reprit Éléonore après un moment. « Il va lancer des poursuites judiciaires contre votre famille. Il prétend que vous lui devez des fortunes en dédommagement. » Jonas eut un petit rire, sans joie. « Qu'il essaie. Jonas, soyez réaliste. Il a l'argent, il a l'influence. Vous le savez aussi bien que moi, les tribunaux de Clermont-Ferrand lui sont acquis. Alors nous perdrons, ce ne sera pas la première fois. »« Et après, il prendra vos terres ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. « Peut-être. Ou peut-être que nous trouverons une autre issue. » Éléonore aurait voulu l'interroger sur cette autre issue, mais l'éclat de détermination dans son regard l'effrayait autant qu'il l'attirait. « Vous devriez rentrer, » dit Jonas d'un ton plus doux. « Avant que quelqu'un ne remarque votre absence. Je ne peux plus travailler pour lui, Jonas. Pas maintenant que je sais qu'il ment sur votre compte. »« Vous n'en savez rien, » répondit-il. « Vraiment ?» Jonas fit un geste pour lui toucher le bras, puis se ravisa. « Éléonore, vous avez besoin de cet emploi. Vous avez besoin d'argent, de sécurité. Ne gâchez pas tout ça pour nous. Et si c'est ce que je veux, si je veux tout envoyer valser, alors vous n'êtes pas aussi intelligente que je le pensais. » Cette remarque aurait dû la piquer, mais elle lui arracha presque un sourire. Elle y décelait une sorte de tendresse rugueuse. « Je vais vous raccompagner, » dit Jonas en se dirigeant vers son cheval. « Mais vous montez. Je ne vous laisserai pas parcourir 20 kilomètres à pied dans cette obscurité. » Il l'aidait à se mettre en selle, puis sauta derrière elle. Ses bras l'entourèrent pour saisir les rênes, et à travers l'épaisseur de leur manteau, elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Ils chevauchèrent en silence sur le sol gelé et accidenté. Éléonore se laissa aller légèrement contre lui, juste assez pour se sentir en sécurité. « Je vous crois, » murmura-t-elle soudain. « Pour les terres, pour l'incendie, pour tout. » Elle sentit son expiration profonde contre sa nuque. « C'est bien, » répondit-il, « mais je ne sais pas quoi faire de cette confiance. Vous trouverez, Jonas. Vous trouvez toujours des solutions. Comment pouvez-vous en être sûr? Parce que vous avez apaisé le bébé de Claire en 5 minutes alors qu'elle luttait depuis des semaines. Parce que vous avez transporté du bois jusqu'à ce que vos mains saignent sans jamais vous plaindre. Parce que vous êtes venu me chercher. » Éléonore ferma les yeux, sentant enfin quelque chose s'apaiser dans sa poitrine. Quand ils atteignirent les limites du domaine de Castries, Jonas arrêta le cheval. « Vous pouvez finir à pied d'ici, » dit-il à voix basse. « Il y a moins de risques qu'on nous voit ensemble. » Elle glissa de la selle, manquant de trébucher. Jonas descendit aussitôt pour la stabiliser, une main ferme sur son coude. « Merci, dit-elle. »« Pourquoi ? » ?»« Pour être venu, pour la vérité, pour... » Elle s'interrompit, incapable de finir sa phrase. La main de Jonas était toujours sur son bras. Dans l'obscurité, elle ne distinguait pas ses traits, mais elle sentait son regard peser sur elle. « Faites attention, dit-il enfin. De Castries n'est pas un imbécile. S'il comprend que vous doutez de lui, je sais. Je suis sérieux, Éléonore. Il est dangereux quand on le contredit. Je serai prudente. » Jonas hocha la tête et recula. « Il y a une réunion municipale la semaine prochaine à Saint-Flour. Il cherche une institutrice pour l'école du village. La précédente est partie pour se marier. Si jamais les choses tournent mal avec De Castries, vous me suggérez de le quitter? Je vous dis juste qu'il y a d'autres options. C'est tout. » Une chaleur étrange envahit le cœur d'Éléonore, à la fois fragile et terrifiante. « Est-ce que je vous verrais si je prenais ce poste? Peut-être. Si vous le vouliez, je le voudrais. » Ces mots restèrent suspendus entre eux, simples et terriblement compliqués. Jonas remonta sur son cheval d'un mouvement fluide. « La réunion est mardi soir à 19h. Réfléchissez-y. » Puis il disparut dans la nuit, le bruit des sabots s'étouffant peu à peu dans le lointain. Éléonore resta là un long moment, fixant le vide, avant de se décider à regagner la bâtisse. Elle se glissa par la porte de la cuisine, monta l'escalier de service et atteignit sa chambre sans être vue. Ce n'est qu'une fois seule qu'elle s'autorisa à trembler. Elle s'assit sur le bord de son lit trop mou et repensa à tout ce qu'elle venait de faire, à ce qu'elle envisageait, à ce que cela signifierait d'abandonner tout ce qu'elle avait prévu pour cette vie instable en Auvergne. Elle pensa à Jonas disant qu'il ne pouvait pas la laisser seule. Et elle pensa à ce poste d'institutrice, à cette chance de choisir sa propre voie, même si cela l'effrayait au plus haut point. Le mensonge fut plus facile à prononcer qu'elle ne l'avait imaginé. Le mardi matin, Éléonore expliqua à Victoria qu'elle devait se rendre à l'épicerie de Saint-Flour pour acheter des fournitures scolaires. Marguerite avait besoin de nouveaux crayons, Guillaume avait déchiré son cahier de géographie.
et il fallait des fiches d'alphabet pour la petite Charlotte. C'était vrai, techniquement, mais ce n'était qu'une partie de la vérité. Victoria leva à peine les yeux de sa broderie. « Prenez la petite calèche. Henderson vous conduira. Soyez rentrés avant la nuit. » Henderson, le contremaître, était un homme d'une quarantaine d'années, marqué par une cicatrice sur la joue et doté de la personnalité d'un poteau de clôture. Il conduisit Éléonore en ville, sans décrocher un mot, la déposa devant le magasin général et lui annonça qu'il reviendrait à 17 heures. « J'en ai pour la journée », précisa Éléonore. « J'ai beaucoup d'achats à faire. » Henderson haussa les épaules, indifférent, et la laissa seule sur le trottoir de bois. Saint-Flour était plus petite que ce qu'Éléonore avait imaginé d'après les descriptions de Castries. Une rue principale, une vingtaine de bâtiments qui semblaient pouvoir s'effondrer au moindre coup de vent. Mais il y avait une banque, un hôtel, une forge et un bâtiment trapu en briques avec l'inscription mairie peinte en lettres délavées. Éléonore acheta d'abord les fournitures pour asseoir son alibi, puis elle s'installa dans l'arrière-boutique de l'épicier avec une tasse de café infect, attendant 19 heures. L'attente fut interminable. Elle regardait les gens passer devant la vitrine poussiéreuse, des paysans, des mineurs, quelques femmes aux robes usées par le travail. Tout le monde semblait pressé, comme si rester immobile était un luxe qu'il ne pouvait s'offrir. À 18h30, elle ne tint plus. La mairie était déjà à moitié pleine quand elle arriva. Des bancs rudimentaires étaient alignés, occupés pour la plupart par des hommes en vêtements de travail et des femmes aux yeux fatigués. À l'avant de la salle, un homme aux cheveux blancs avec une écharpe tricolore rangeait des papiers sur un pupitre improvisé. Éléonore se glissa au dernier rang, essayant de se faire invisible. Elle ne voyait Jonas nulle part. L'homme aux cheveux blancs, le maire, ouvrit la séance à l'heure pile. « Très bien tout le monde, commença-t-il. Nous avons du pain sur la planche. Premier point, la situation de l'école. » Une femme au premier rang se leva. Elle paraissait solide, avec le visage de quelqu'un qui ne tolère aucun non-sens. Cela fait 6 semaines que nous n'avons plus d'institutrice. Les enfants prennent du retard. Il faut prendre une décision. « D'accord, » répondit le maire. « Quelqu'un a un candidat ?» Un silence pesant s'installa. La femme reprit. « Nous avons mis des annonces partout. Personne ne veut venir ici pour le salaire que nous proposons. Et combien proposons-nous » demanda une voix dans la foule. 30 € par mois, logé et nourri. Nouveau silence. Éléonore fit un calcul rapide. C'était moins de la moitié de ce que de Castries la payait, mais c'était le prix de sa liberté. Et en cet instant, la liberté valait bien plus que l'or. Et la fille qui est passée le mois dernier lança un homme. Celle qui venait de la ville ? Elle a jeté un œil au bâtiment et est repartie par la prochaine diligence, répondit la femme. Elle a dit qu'elle ne ferait pas classe dans un endroit infesté de rats. Quelques rires éclatèrent, mais ils sonnaient faux. Les rats sont partis, affirma quelqu'un. Enfin, presque tous. C'est alors que la porte au fond de la salle s'ouvrit et que Jonas entra. Le cœur d'Éléonore fit un bond. Il balaya la salle du regard, la repéra au dernier rang, et ses traits se détendirent. Il s'approcha d'elle, ignorant les regards curieux, et s'assit à ses côtés sans demander la permission. « Vous êtes venu !» dit-il tout bas. « J'avais dit que je le ferais, je sais. Mais quand même. » Ils restèrent assis en silence, si proches qu'Éléonore sentait sa chaleur. À l'avant, la discussion tournait à la dispute. Certains suggéraient d'abaisser les critères et d'embaucher n'importe qui sachant lire. La femme énergique commençait à rougir de colère. « Il nous faut quelqu'un de diplômé », insistait-elle. « Quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il nous faut surtout quelqu'un qui accepte de rester », rétorqua le maire. « Le diplôme ne sert à rien s'il s'enfuit au bout de 2 semaines. » Éléonore sentit Jonas bouger à côté d'elle. Elle vit son visage se crisper. « Ne faites pas ça, murmura-t-il. « Ne faites pas quoi ? Ce que vous avez en tête. Vous mentez très mal, Éléonore. » Elle faillit sourire, puis elle se leva. Le silence se fit si brutalement qu'elle entendit les battements de son propre cœur. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix portant plus loin qu'elle ne l'aurait cru. Je m'appelle Éléonore Hall. Je suis institutrice diplômée de Paris. Je travaille actuellement comme gouvernante dans la région, mais le poste à l'école m'intéresse. » Les yeux de la femme au premier rang s'agrandirent. « Vous avez les diplômes ? J'ai enseigné pendant 3 ans dans une académie renommée. Auparavant, j'ai suivi le programme de l'école normale. Où travaillez-vous en ce moment ? Demanda le maire. Éléonore hésita. C'était l'instant de vérité. Au domaine de Castries, répondit-elle. Mais je suis prête à donner ma démission si vous m'acceptez. La réaction fut immédiate. Certains visages s'éclairèrent d'espoir, d'autres s'assombrirent de méfiance. Chez de Castries ? Répéta le maire lentement. C'est un sacré changement. J'en suis consciente. Est-ce que monsieur de Castries est au courant ? Pas encore. Cela va poser un problème ? Éléonore pensa au visage de Richard, au contrat qu'elle avait signé. C'est possible, admit-elle, mais c'est mon problème, pas le vôtre. La femme énergique regarda le maire. Ben, on a besoin d'une maîtresse. Elle est là, elle est qualifiée et elle veut le poste. Qu'est-ce qu'on attend ? Le maire se frotta le menton. Mademoiselle Hall, je suis le maire de ce village. C'est moi qui devrais gérer Richard de Castries quand il apprendra la nouvelle.
Et il ne va pas aimer ça, je comprends. En êtes-vous sûr? De Castries n'aime pas perdre ce qu'il considère comme sa propriété, et il vous considérera comme sa propriété tant que ce contrat ne sera pas rompu. Le contrat peut être dénoncé, dit Éléonore. Il y a des clauses, des pénalités financières, j'imagine. Elle hocha la tête. Des pénalités que vous paierez avec quel argent? Elle n'avait pas de réponse. C'est alors que Jonas se leva à son tour. Je m'en occupe. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Toi? Dit Ben le maire. Moi. Jonas, tu es déjà dans le collimateur de Castries. Tu veux vraiment aggraver ton cas? Je me fiche de ce qu'il pense. Mademoiselle Hall a besoin d'aide pour rompre ce contrat. Je l'aiderai. Pourquoi? La voix du maire était méfiante. Parce qu'elle est une excellente enseignante et que ce village en a besoin. C'est une raison suffisante? Les deux hommes se défièrent du regard. Éléonore sentait le poids de vieilles rancunes et de tensions qu'elle ne comprenait pas encore. Ce n'est pas une question d'argent, intervint-elle. Je trouverai une solution. La question est, voulez-vous de moi pour cette école? Une femme se leva brusquement. Je m'appelle Sarah Michel. J'ai 4 enfants qui ne font rien depuis 6 semaines. En ce qui me concerne, vous êtes engagés. On peut voter si Ben veut faire les choses dans les règles, mais mon vote est oui. Moi aussi, cria quelqu'un. Et moi? Ben leva les mains pour réclamer le calme. Très bien. Que tous ceux qui sont favorables à l'embauche de Mademoiselle Hall disent oui. Le chœur de voix fut si puissant que les vitres en tremblèrent. Des oppositions? Silence radio. Ben regarda Éléonore avec un mélange de respect et de pitié. Félicitations, Mademoiselle Hall. Vous êtes notre nouvelle institutrice. Vous commencez lundi prochain. Vous serez logée chez les Michel en attendant qu'on vous trouve quelque chose. Et que le ciel vous aide quand de Castries l'apprendra. Éléonore sentit un poids immense s'envoler de ses épaules. Merci, dit-elle simplement. Sarah Michel s'approcha immédiatement pour lui broyer la main. Vous ne le regretterez pas. Les enfants sont courageux, un peu sauvages, mais courageux. J'en suis sûr, je n'ai pas dit merveilleux, j'ai dit courageux, plaisanta Sarah. Passez demain, je vous montrerai l'école. Ce n'est pas le luxe, il y a 4 murs et un toit qui ne fuit qu'à 2 endroits. Éléonore rit, surprise par la sincérité de ce moment. La réunion se poursuivit sur d'autres sujets, mais elle n'écoutait plus. Elle venait de quitter une situation confortable pour enseigner dans une cabane au toit percé pour la moitié de son salaire. Elle venait de jeter sa sécurité aux orties, et pourtant, elle ne s'était jamais sentie aussi vivante. À la sortie, Sarah la rattrapa. « Vous avez un moyen de rentrer au domaine ? Le contremaître doit me chercher à 17 heures. Je suis en retard. » « Il attendra, ils attendent toujours, répondit Sarah en jetant un œil vers Jonas qui discutait avec le maire. Vous vous connaissez tous les deux? J'ai logé chez eux quand la diligence s'est trompée de chemin. Ah, l'expression de Sarah laissait entendre qu'elle en savait plus qu'elle n'en disait. Les Reed sont des gens bien. Ne laissez personne vous dire le contraire. Je n'y compte pas. Éléonore se retrouva seule avec Jonas sous la lumière de la mairie. La rue était déserte. C'était stupide, dit Jonas. Quoi donc? Tout ça. Vous venez de vous faire un ennemi de l'homme le plus puissant de la région. Je sais. Et vous l'avez fait quand même. Oui. Jonas secoua la tête, un demi-sourire aux lèvres. Vous allez parfaitement vous unter de chaleur. Vous n'étiez pas obligé de proposer de payer la pénalité. Je sais. Je ne peux pas vous laisser faire ça. On en discutera plus tard. Allez, je vous raccompagne à l'épicerie. Votre garde-chiourme doit commencer à s'impatienter. Ils marchèrent lentement. L'air était vif. On entendait seulement le bruit de leurs bottes sur la terre battue. Que croyez-vous que de Castries va faire? Demanda-t-elle. Rien de bon. Ce n'est pas rassurant. Ce n'était pas le but. Je préfère être honnête. Éléonore resserra son manteau. Est-ce qu'il peut m'en empêcher? Juridiquement? Probablement. Il va menacer, peut-être même lancer un procès. Tout dépend de sa soif de vengeance. Et s'il le fait, on gérera. Ben à des relations. Le mari de Sarah était avocat avant de s'installer ici. Vous n'êtes pas seule, Éléonore. Je connais à peine ces gens. Ça n'a pas d'importance. Vous faites partie d'eux maintenant. C'est comme ça que ça marche ici. Ils arrivèrent devant l'épicerie au moment où Henderson rangeait la calèche. Il jeta un regard noir à Jonas, mais ne dit rien. Éléonore grimpa sur le siège, ses paquets à côté d'elle. Elle regarda Jonas une dernière fois. « Merci, dit-elle, pour tout. Ne me remerciez pas encore. Ça va devenir compliqué. Je sais. Et vous persistez? Oui. » Jonas hocha la tête, comme s'il acceptait enfin l'inévitable. « Alors à lundi, à l'école. Vous viendrez? Il faut bien que quelqu'un répare ce toit avant qu'il ne vous tombe sur la tête. » Éléonore sourit, j'apprécierais beaucoup. Henderson fit claquer les rênes. La calèche s'élança dans la nuit. Éléonore se retourna une dernière fois et vit la silhouette de Jonas, immobile sous la lampe de l'épicerie, avant qu'il ne soit englouti par l'obscurité. La confrontation eut lieu plus tôt que prévu. Le lendemain matin, Éléonore avait à peine terminé son petit déjeuner que Richard de Castries apparut dans l'embrasure de la porte de la salle d'études, le visage de marbre. Mademoiselle Hall, un mot, tout de suite. Les enfants levèrent les yeux de leurs livres, inquiets. Continuez la lecture, mes petits, dit-elle d'une voix qu'elle espérait calme. Je reviens dans un instant. Elle le suivit dans son bureau et ferma la porte.
Il ne lui proposa pas de s'asseoir. « J'ai reçu un rapport intéressant ce matin », commença-t-il, la voix dangereusement basse. « L'un de mes hommes était à Saint-Flour hier soir. Il m'a dit que vous étiez à la réunion municipale. C'est exact. Et que vous avez postulé pour le poste d'institutrice. Oui, le calme de Richard se brisa. Vous êtes sous contrat avec moi. Vous ne pouvez pas décider de partir sur un coup de tête parce que vous vous êtes entiché de la vie de village. Je peux rompre ce contrat. Il y a des clauses pour cela. Des clauses qui vous coûteront 6 mois de salaire en pénalité. De l'argent que vous n'avez pas. Je le trouverai. Ah oui? Et où ça? Ce village de miséreux ne pourra jamais vous payer assez, et aucune banque ne prêtera à une femme sans garantie. Il s'approcha, les mains à plat sur le bureau. Vous êtes prise au piège, mademoiselle Hall. Plus vite vous l'accepterez, mieux ce sera. Je ne suis pas prise au piège. Je suis une employée qui démissionne. Il y a une différence, pas de mon point de vue. Éléonore sentit une froideur glaciale l'envahir. Alors changez de point de vue. De Castries se redressa lentement. Vous vous croyez très maligne, n'est-ce pas? Avec votre éducation parisienne et vos bonnes manières, vous pensez pouvoir faire ce que vous voulez. Mais ici, c'est mon territoire, mes terres, mon village, mes règles. Si vous tentez de briser ce contrat, je vous ferai regretter d'être né. Est-ce une menace? C'est une promesse. J'utiliserai tous les recours légaux. Je vous poursuivrai pour rupture abusive, pour dommages et intérêts, pour le temps scolaire volé à mes enfants. Je m'assurerai qu'aucune école de cette région ne vous embauche. Vous ne travaillerez plus jamais. Éléonore tremblait, mais elle garda la tête haute. Je n'ai pas peur de vous. Alors vous êtes une idiote. Peut-être. Mais une idiote avec des principes. Et je ne travaillerai pas pour un homme qui menace les gens pour avoir fait leur propre choix. De Castries eut un sourire cruel. Les principes ne paient pas les factures. Quand vous serez dans la misère, vous reviendrez ramper. Ils reviennent toujours, pas moi. C'est ce qu'on verra. Il ouvrit la porte violemment. Vous avez jusqu'à demain matin pour réfléchir. Après quoi, j'en tirerai les conséquences. Les enfants vous attendent. Éléonore resta seule dans le bureau, essayant de calmer sa respiration. Elle savait qu'il serait furieux, mais elle n'avait pas prévu cette haine pure, cette certitude qu'il la possédait. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu non plus, c'était l'incroyable sentiment de puissance qu'elle ressentait à lui avoir dit non. Elle finit la journée de classe comme un automate, l'esprit tourné vers la suite. Le soir même, elle rédigea sa lettre de démission formelle. Le lendemain, elle la lui remit au petit déjeuner. Il la lut lentement, puis la posa près de sa tasse de café. « Très bien, dit-il, la voix parfaitement contrôlée. Je vais demander à mon avocat de préparer le décompte. Vous me devez 3 000 €, payable intégralement sous 30 jours, sous peine de poursuite immédiate. » Éléonore blêmit. 3 000 €? C'était bien plus que ce qu'elle avait calculé. Le contrat stipule 6 mois de salaire plus les préjudices. Votre salaire est de 400 €. Cela fait 2 400. Les 600 restants couvrent les frais de recrutement de votre remplaçante et le dédommagement pour l'éducation de mes enfants. Ce n'est pas ce qui est écrit. Voyez cela avec mon avocat si vous n'êtes pas d'accord. Je suis sûr que les tribunaux seront ravis de votre interprétation. Il reprit son journal, signifiant que l'entretien était fini. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour quitter les lieux. Après cela, je vous considérerai comme une intruse. 3 heures plus tard, Éléonore quittait la maison avec sa malle à l'arrière d'une charrette d'emprunt et 37 € en poche. Sarah Michel l'accueillit devant l'école, la prit dans ses bras et l'étouffa presque. « Alors ?» demanda Sarah. 3 000 € dans 30 jours. Sarah siffla entre ses dents. « C'est rude. C'est impossible. »« Peut-être pas. » Sarah la prit par les épaules. « Écoutez-moi. Sarah, on va trouver une solution. Ce village prend soin des siens, et vous êtes l'une des nôtres maintenant. Vous avez compris ?» Éléonore voulait y croire, mais tout ce qu'elle voyait, c'était ce chiffre astronomique et son avenir réduit en cendres pour une école de village. Le bâtiment lui-même était dans un état lamentable. Le vendredi matin, Éléonore fit l'inventaire. Une seule pièce. Un poêle rouillé. Des bancs branlants. Un bureau de maître qui tenait debout grâce à une pile de vieux livres. Des vitres si sales qu'on y voyait à peine. Et au fond, les traces indubitables du passage des rats. « Ce n'est pas grand-chose, » répéta Sarah. « Mais c'est à vous. » Éléonore posa son sac. « Alors mettons-nous au travail. » Elles passèrent la journée à frotter, balayer, boucher les trous dans les murs. Le mari de Sarah vint à midi avec des planches pour réparer les bancs. 2 autres femmes apportèrent des rideaux et des produits d'entretien. Vers 15 heures, Jonas arriva avec ses outils et une échelle. Il grimpa sur le toit sans dire un mot et commença à marteler. Éléonore le regardait travailler, sa silhouette se découpant sur le ciel d'Auvergne, et sentit quelque chose se dénouer en elle. « Il est mordu, celui-là », glissa Sarah à son oreille. Éléonore sursauta. « Qui ?»« Jonas. Il vous regarde comme si vous étiez la seule chose qui vaille la peine dans tout le département. Il est juste serviable. » « Ma petite, je connais Jonas depuis qu'il a 10 ans. Il n'est serviable que s'il a une bonne raison, et sa raison, c'est vous. » Éléonore sentit le rouge lui monter aux joues. « Vous imaginez des choses. Si vous le dites. » Sarah sourit.
En tout cas, le toit sera réparé avant la nuit, c'est déjà ça de moins à gérer. Ils travaillèrent jusqu'au crépuscule. L'école n'était pas devenue luxueuse, mais elle était propre. Les bancs étaient solides et le toit tiendrait. Éléonore resta seule après le départ des autres, passant sa main sur le vieux bureau, imaginant les enfants qui seraient là lundi matin. C'était à elle, pas prêté, pas conditionnel, à elle. La porte s'ouvrit. Jonas entra en s'essuyant les mains. Le toit est fini. Ça devrait tenir quelques années. Merci Jonas. Je ne sais pas comment. Il s'approcha d'elle. Éléonore, à propos de cette pénalité, je ne peux pas vous laisser payer. Je sais ce que vous allez dire. Ce n'est pas ce que je pense, c'est ce qui est juste. J'ai fait ce choix, je dois l'assumer. Jonas resta silencieux un moment. 3000 €, c'est une fortune. Vous avez un plan? Pas encore, mais je trouverai. Et si vous ne trouvez pas? Éléonore sentit une pointe de panique, mais elle la refoula. Alors il me fera un procès, je perdrai, et je passerai le reste de ma vie à rembourser. Mais au moins, je le ferai selon mes propres règles. Ce n'est pas un plan, c'est un suicide. Peut-être. Mais c'est mon suicide. Jonas s'agita, frustré. Vous êtes la femme la plus têtue que j'ai jamais rencontrée. Tant mieux, j'en aurais besoin ici. Il se tourna vers elle, et l'expression de son visage lui coupa le souffle. J'ai de l'argent de côté. Pas beaucoup, mais assez. Laissez-moi vous le prêter. Vous me rembourserez quand... Non. Éléonore, j'ai dit non, elle s'approcha de lui. C'est mon combat, Jonas. Le mien. Si je vous laisse le mener à ma place, je ne fais qu'échanger un maître contre un autre. J'ai besoin de tenir debout toute seule. Même si ça vous détruit, ça me détruit. Ils restèrent face à face dans la pénombre de l'école. Éléonore voyait le conflit intérieur de Jonas, son besoin de protéger contre son besoin de respecter sa volonté. « Vous allez me rendre fou », finit-il par dire. « Probablement. Et vous ne changerez pas d'avis ?»« Jamais. » Jonas tendit lentement la main. Il caressa son visage, sa paume était rugueuse et chaude. « Alors je resterai là pour vous voir tomber, » murmura-t-il, « et pour vous aider à vous relever quand vous serez prête. » Éléonore se laissa aller contre sa main. « Et si je ne suis jamais prête? Alors j'attendrai quand même. » Le baiser fut lent, précautionneux, comme s'il s'y était préparé depuis leur première rencontre. Ses lèvres étaient chaudes malgré le froid de la pièce. Quand Éléonore répondit à son baiser, elle eut l'impression que chaque décision prise ces 2 dernières semaines menait exactement ici. Ils s'écartèrent enfin, le front contre le front. « C'était stupide, » dit Jonas. « Quoi donc, tout ça? Si De Castries l'apprend, il s'en servira contre vous. Il dira que vous êtes parti pour moi, il salira votre réputation. Je me fiche de ce qu'il dira, vous devriez, mais je m'en fiche. » Jonas la regarda intensément. « Vous n'avez vraiment pas peur de lui? Je suis terrifié. Mais j'ai encore plus peur de passer ma vie à l'abri, petite et soumise. » Un éclair de fierté traversa les yeux de Jonas. « Alors on est tous les deux dans le pétrin. On dirait bien. » Le rappel à la réalité arriva le dimanche soir. Éléonore logeait chez les Michel, dans une petite chambre qui sentait la cannelle et la fumée de bois. Elle préparait ses leçons quand on frappa à la porte. Sarah ouvrit, et Éléonore entendit des voix fortes dans la cuisine. Elle sortit et trouva un homme en costume noir, une enveloppe à la main. « Éléonore Hall ? » ?»« Oui. » Il lui tendit le pli. « Vous êtes assigné. Audience dans 3 semaines à Clermont-Ferrand. Soyez-y ou le jugement sera rendu par défaut. » Puis, il repartit. Éléonore ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. C'était une plainte officielle pour rupture abusive de contrat, dommages et intérêts et vol de service. De Castries réclamait 5 000 €, 5 000. Pas 3 000, 5 000. « Il ne peut pas faire ça !» s'écria Sarah. « Ce n'est pas ce qu'il vous a dit. Il fait ce qu'il veut, il a les avocats, moi je n'ai rien. » Thomas, le mari de Sarah, prit les papiers. Son visage s'assombrit. « C'est de l'intimidation pure et simple, dit-il. La moitié de ces charges ne tiendront jamais devant un juge, mais il parie sur le fait que vous n'aurez pas les moyens de vous défendre. »« Il a raison, » murmura Éléonore. « Je ne peux pas. »« Alors on va vous trouver un avocat. »« Avec quel argent ?» Thomas et Sarah échangèrent un regard lourd de sens. « On va trouver une solution. Vous n'êtes pas seul. » Éléonore voulait les croire, mais le chiffre de 5 000 € tournait en boucle dans sa tête. Elle venait de faire la plus grosse erreur de sa vie. Cette nuit-là, elle pleura pour la première fois. Elle pleura pour ses parents, pour la jeune fille sûre d'elle qu'elle était à Paris, et pour la femme qu'elle devenait, qui risquait de tout perdre par pur principe. Elle s'enfouit sous ses couvertures, se demandant où elle trouverait la force de continuer. La réponse ne vint pas. Le matin se leva, indifférent à sa peine. Elle se lava le visage à l'eau glacée, se coiffa avec soin et se rendit à l'école avant le lever du soleil. Le bâtiment semblait encore plus fragile à la lumière du jour. Elle ouvrit la porte et s'arrêta net. Quelqu'un était passé. Du bois frais était empilé près du poêle, et un panier trônait sur son bureau. Elle y trouva du pain encore chaud et un pot de confiture avec un mot de Sarah. « Premier jour. Tout ira bien. On croit en vous. » Éléonore s'assit à son bureau bancal et cacha son visage dans ses mains. Elle n'allait pas bien du tout. Elle se noyait. Mais les enfants n'avaient pas besoin de le savoir. Ils arrivèrent à 8h30. Les 4 enfants de Sarah d'abord, puis d'autres, certains pieds nus malgré le froid, d'autres portant des vêtements rapiécés des dizaines de fois.
À 9 heures, elle avait 17 élèves entassés dans cet espace exigu, âgés de 5 à 15 ans. Éléonore se tint devant eux. « Bonjour, dit-elle, la voix à peine tremblante. Je m'appelle Mademoiselle Hall. Je suis votre nouvelle maîtresse. » Un garçon au fond, d'environ 13 ans, leva la main. « Oui, c'est vous qui avez plaqué de Castris ?» Un silence de mort s'installa. Éléonore aurait pu mentir, mais elle choisit la vérité. « Oui, c'est moi. Pourquoi ? Parce que je préférais enseigner ici. » « Ici ?» Le garçon regarda la salle délabrée. « C'est une ruine, ici. Je sais, mais c'est chez nous, et c'est ce qui compte le plus. » Le garçon réfléchit, puis hocha la tête et baissa la main. Éléonore sentit un poids s'alléger. Elle passa la première heure à évaluer les niveaux. C'était stupéfiant. Certains grands savaient à peine écrire leur nom, tandis que des petits lisaient déjà couramment. À midi, elle avait une migraine atroce, mais elle avait leur attention. Et pour l'instant, c'était suffisant. À la pause, Jonas entra avec une caisse de livres. « J'ai pensé que vous en auriez besoin », dit-il en la posant sur le bureau. « Ma mère enseignait avant de se marier. Elle a dit que vous pouviez prendre ce qui vous servira. » Éléonore feuilleta les vieux manuels, un atlas datant d'une quinzaine d'années, des abécédaires. « C'est... Merci Jonas. Vraiment. Comment s'est passée la matinée ? Demandez-moi dans une semaine, quand je n'aurai pas encore fait fuir tout le monde. » Jonas sourit. « Vous ne ferez fuir personne. Vous êtes trop têtu pour les laisser partir. » Ils restèrent un moment dans un silence chargé de non-dits. « J'ai entendu pour l'assignation, » dit Jonas doucement. « Tout se sait vite ici. Le mari de Sarah est passé à la ferme hier. De Castris demande 5 000 maintenant. Il rajoute des charges pour faire plus mal. Et ça marche, n'est-ce pas ? Oui. » Jonas s'approcha. « Éléonore, s'il vous plaît. Laissez-moi vous aider. Je peux trouver l'argent. » « Comment ? En hypothéquant votre ferme. En endettant votre famille pour mon erreur. Ce n'était pas une erreur. C'était impulsif, naïf et digne de quelqu'un qui ne comprend rien à cette région. » Éléonore sentait sa voix monter. « J'ai cru que je pouvais partir comme ça, que mes principes suffiraient. Et maintenant, je vais tout perdre par orgueil. Vous ne perdrez rien. Vous n'en savez rien. Je sais que vous n'êtes pas seul face à lui. » Éléonore détourna les yeux. « Je dois retourner au travail. Les enfants vont revenir. » Jonas soupira et se dirigea vers la porte. « Je ne vous abandonnerai pas, dit-il simplement, même si vous semblez avoir déjà abandonné tout espoir. » L'après-midi fut chaotique. Deux petits se battirent pour un crayon. Une des grandes fondit en larmes parce qu'elle n'arrivait pas à lire à haute voix. Un petit garçon fut malade dans un coin. À 15 heures, quand elle les libéra, Éléonore était épuisée comme jamais. Elle resta tard pour organiser les leçons du lendemain. Le soleil se couchait quand elle verrouilla la porte. Elle avait fait à peine quelques centaines de mètres quand des cavaliers apparurent. 3 hommes armés de fusils, le regard sombre. Elle reconnut Henderson, le contremaître de Castris. Ils lui barrèrent la route. « Mademoiselle Hall, » dit Henderson d'une voix monocorde, « Monsieur de Castris souhaite vous parler. Je n'ai rien à lui dire. Je ne vous demande pas votre avis. Je vous transmets ses ordres. Et si je refuse, on devra insister. » Éléonore regarda les 2 autres hommes. Ils étaient impassibles. Elle était seule sur une route déserte face à 3 hommes armés. Où est-il ? À son bureau, en ville. Il vous attend. Éléonore calcula ses chances. Elles étaient nulles. Très bien, j'y vais à pied. Henderson sourit froidement. On va vous accompagner, pour être sûr que vous ne vous perdiez pas en chemin. Un des hommes l'empoigna fermement par le bras. Ils la firent monter sur un cheval et l'escortèrent jusqu'à Saint-Flour. Les gens dans la rue les regardaient passer, mais personne n'intervint. Le bureau de Castris se trouvait à l'arrière de la banque, une pièce qui sentait le cigare et le cuir. Il était assis derrière un bureau massif et ne se leva pas. Henderson la poussa sur une chaise. « Merci. Sortez. » Les 3 hommes s'enfermèrent dehors. Éléonore était seule avec lui. « Vous avez fait forte impression sur ce petit village, » commença-t-il. « L'institutrice courageuse qui défie le grand propriétaire terrien. C'est très romantique. » Éléonore se tut. « Mais le romantisme ne paie pas les factures, mademoiselle Hall, et encore moins les jugements de tribunal. » Il ouvrit un dossier. « J'ai fait des recherches. Vous n'avez aucun bien, aucune famille pour vous prêter de l'argent, aucune garantie. Vous êtes techniquement indigente. Si vous m'avez fait venir pour m'insulter, je vous ai fait venir pour vous proposer une solution. » Éléonore se figea. « Quelle solution ? Abandonnez ce poste à l'école. Revenez travailler pour moi. Terminez votre contrat initial, et je retire ma plainte. » Éléonore sentit son sang se glacer. « Vous plaisantez. Je suis très sérieux. Vous êtes une bonne enseignante. Mes enfants vous appréciaient. Je suis un homme raisonnable. Je suis prêt à oublier cet incident si vous admettez votre erreur. Je n'ai pas fait d'erreur, non ? Alors expliquez-moi comment vous allez payer 5 000 € dans 3 semaines. Comment allez-vous payer un avocat, le voyage à Clermont, votre défense ? Comment allez-vous survivre quand je gagnerai et que je ferai saisir chaque centime que vous gagnerez pendant les 10 prochaines années ? » Éléonore serra les poings pour cacher ses tremblements. Ou alors, continua-t-il d'une voix presque douce, vous revenez à la réalité. Vous reprenez votre poste. On oublie tout. Pas de dette, pas de procès, pas de conséquences. Sauf que je devrais admettre que vous aviez raison.
Votre orgueil vaut-il vraiment 5000 €? Éléonore pensa à l'école, aux 17 visages tournés vers elle, à la miche de pain de Sarah, au livre de Ruth et à la présence solide de Jonas. Elle pensa à ce que signifierait retourner dans cette maison, sous ses ordres, sous son contrôle étouffant. Oui, dit-elle tout bas, il les vaut. De Castries se durcit. Alors vous êtes une folle. Peut-être, mais une folle qui pourra dormir la nuit. Vraiment? Je me demande comment vous dormirez quand vous serez à la rue, sans emploi, et que toutes les portes de cette région vous seront fermées. Il se leva et vint se poster juste devant elle. J'ai de l'influence, mademoiselle Hall. Une seule parole de ma part et aucune école ne vous prendra. Aucune famille ne vous accueillera. Vous serez fini. Éléonore se leva pour lui faire face, refusant de se laisser intimider par sa stature. Alors je serai fini selon mes propres termes. De belles paroles. On verra si vous tenez toujours ce discours dans 3 semaines. Il ouvrit la porte. Henderson ramenait mademoiselle Hall en ville. Veillez à ce qu'elle arrive saine et sauve. Cette fausse courtoisie lui donnait la nausée, mais elle sortit la tête haute. Ils la déposèrent devant l'épicerie. Henderson salua d'un coup de chapeau moqueur et s'éloigna. Éléonore tremblait de tout son corps. Elle venait de refuser la seule issue de secours. Éléonore? Elle se retourna et vit Thomas Michel. Tout va bien? On a vu les hommes de Castries vous emmener. Ça va. Il voulait juste discuter. De quoi? Il m'a proposé de retirer sa plainte si je revenais travailler pour lui. Le visage de Thomas s'assombrit. Ce salaud. Et qu'avez-vous répondu? J'ai dit non. Thomas la regarda longuement, puis posa une main sur son épaule. Venez. Sarah a préparé le dîner. Vous allez tout nous raconter. Éléonore se laissa guider dans les rues sombres. Chez les Michel, Sarah l'entoura de ses bras dès qu'elle franchit le seuil. On va se battre, dit Sarah. Tous ensemble. Avec quel argent, quel avocat? J'ai pratiqué le droit autrefois, dit doucement Thomas. Avant de venir ici. Je ne suis pas inscrit au barreau d'Auvergne, mais je peux vous aider à préparer votre défense, à chercher des précédents. Ça ne suffira pas. C'est tout ce qu'on a, alors il faudra que ça suffise. Ils restèrent autour de la table jusqu'à minuit. Thomas analysait la plainte. Sarah prenait des notes. Il a gonflé les préjudices de façon ridicule, expliqua Thomas. Le contrat prévoit 2400 €. Le reste est inventé de toutes pièces. Détresse émotionnelle des enfants, perte de prestige social. Rien de tout cela ne tiendra. Mais il faut le prouver, répondit Éléonore, devant un juge qui dîne probablement chez lui. Peut-être, mais la loi reste la loi. Si on montre que ces charges sont infondées, même un juge ami devra en rejeter une partie. Éléonore voulait y croire, mais elle ne voyait que le sourire de Castries. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle commença à écrire. Elle écrivit à d'anciens collègues à Paris, au rectorat, à tous ceux qui pourraient avoir un conseil ou un contact. Puis, elle écrivit à Jonas. La lettre commença 3 fois avant qu'elle ne choisisse la sincérité absolue. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment combattre un tel pouvoir, et j'ai peur d'avoir pris la décision la plus stupide de ma vie. Mais je ne peux pas reculer. Je ne peux pas vivre sous sa coupe, même si cela signifie tout perdre. Alors je ne vous demande pas d'argent, ni de me sauver. Je vous demande juste de me dire que je ne suis pas folle, que se tenir debout vaut le prix fort, qu'au milieu de tout ce désastre, j'ai fait au moins un choix qui était juste. Elle signa, scella l'enveloppe et la laissa sur la table de la cuisine pour que Sarah la poste au matin. Puis elle s'allongea et essaya d'imaginer ce que serait sa vie dans 3 semaines. Les images qui lui venaient n'étaient que ruines. La 2e semaine d'école fut encore plus éprouvante que la première. La nouvelle de la plainte déposée par monsieur de Castries s'était répandue comme une traînée de poudre dans tout le canton et la peur avait commencé à faire son œuvre. Un à un, les parents avaient commencé à retirer leurs enfants de la petite classe. Pas tous, heureusement. Les 4 enfants de Sarah Mitchell étaient toujours là, fidèles au poste, ainsi qu'une poignée d'autres dont les familles n'avaient que faire des humeurs du grand propriétaire terrien. Mais c'était suffisant pour que les 17 élèves d'Éléonore ne soient plus que 11. « Ça va empirer », lui dit Sarah d'un ton désolé un après-midi alors qu'elle rangeait les bancs. Certains sont tout simplement trop terrifiés par de Castries pour risquer de se mettre en travers de son chemin. Éléonore soupira, sentant le poids de la fatigue peser sur ses épaules. « Je comprends », répondit-elle doucement. « Ce n'est pas juste », insista Sarah en lui serrant la main. « Ces enfants ont besoin de vous. La justice ne semble pas être la priorité par ici, murmura Éléonore. Sarah pressa sa main plus fort. Elle finit toujours par arriver. Elle met juste un peu plus de temps à se montrer. C'est tout. Éléonore essaya de se concentrer sur les élèves qui lui restaient. Elle réorganisa ses leçons, mélangea les groupes d'âge et trouva des moyens créatifs d'enseigner plusieurs matières à la fois. À sa grande surprise, les enfants réagirent avec un enthousiasme débordant. Peut-être sentaient-ils sa détresse, ou peut-être appréciaient-ils simplement d'avoir enfin quelqu'un qui se souciait vraiment de leur apprentissage. Quoi qu'il en soit, ce travail quotidien l'empêchait de sombrer totalement dans l'angoisse du procès. Jonas passait tous les après-midi, une fois les enfants partis. Il réparait tout ce qui avait besoin de l'être. Un loquet de fenêtre cassé,
une porte qui grinçait, le vieux poêle qui fumait sans cesse. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'en avait pas besoin. Sa simple présence agissait comme un baume sur les nerfs à vif d'Éléonore. Un soir, alors qu'il rangeait ses outils dans sa sacoche en cuir, elle trouva enfin le courage de poser la question qui la brûlait. « Vous avez reçu ma lettre ?» La main de Jonas s'immobilisa sur son marteau. « Oui », répondit-il sans se retourner. Et alors, il se tourna enfin vers elle, et le regard qu'il lui lança lui coupa le souffle. « Tu n'es pas folle, Éléonore. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, et tu as pris la seule décision qui soit juste. Même si cela me coûte tout, demanda-t-elle dans un souffle. Surtout si cela te coûte tout. Éléonore sentit les larmes piquer ses yeux. J'ai peur, Jonas. Je sais. Et si Thomas ne trouve pas de défense? Si le juge se range du côté de Castries malgré tout? Alors nous ferons face ensemble, répondit-il en traversant la pièce pour s'approcher d'elle. Vous le dites tout le temps, murmura-t-elle. Parce que je le pense vraiment. Jonas posa ses mains cailleuses sur son visage avec une douceur infinie. Éléonore, j'ai regardé mon père se battre contre Castries pendant 10 ans. Je l'ai vu perdre au tribunal encore et encore. Je l'ai vu verser son argent, son énergie et son espoir dans un système qui était truqué contre lui dès le départ. Et tu sais quoi? Il n'a jamais regretté. Pas une seule fois. Parce qu'il savait que se tenir debout pour ce qui est juste compte plus que la victoire finale. Votre père est mort, rétorqua-t-elle, les mots sortant plus durement qu'elle ne l'aurait voulu. Jonas tressaillit légèrement. Je suis désolé, je ne voulais pas... Non, tu as raison, coupa-t-il. Il est mort en se battant, mais il est mort libre. Et cela comptait plus pour lui que de vivre sous la botte de Castries. Éléonore s'appuya contre lui, puisant de la force dans sa présence solide. Je ne veux pas mourir en me battant. Je veux juste enseigner. Alors c'est ce que tu feras, peu importe ce qui se passe au tribunal. Vous ne pouvez pas le promettre. Regarde-moi bien, répondit-il avec une intensité farouche. Il l'embrassa alors, un baiser lent et délibéré, et Éléonore se laissa emporter. Elle oublia, le temps d'un instant, les poursuites judiciaires, les jugements et les dettes impossibles. Lorsqu'ils se séparèrent, Jonas appuya son front contre le sien. 3 semaines, murmura-t-il. Je sais, on va s'en sortir. Éléonore voulait le croire. Mais quand elle fermait les yeux, elle ne voyait que la salle d'audience de Clermont-Ferrand et l'avocat de Castries la mettant en pièces, mot après mot. Le salut vint d'une direction totalement inattendue. 2 semaines avant la date fatidique, un homme arriva à Ambert par la diligence de l'après-midi. Il avait la cinquantaine, était vêtu d'un costume élégant et affichait le visage de quelqu'un qui avait tout vu et que plus rien n'impressionnait. Il demanda le chemin de l'école. Éléonore était en train d'expliquer les fractions quand on frappa à la porte. Elle ouvrit et trouva cet inconnu, chapeau à la main. « Mademoiselle Éléonore Hall ?»« Oui, c'est moi. Je m'appelle Jacques Vauthier. Je suis avocat à Clermont-Ferrand. J'ai cru comprendre que vous étiez poursuivi par Richard de Castries. » Le cœur d'Éléonore se mit à cogner contre ses côtes. « Comment le savez-vous ? Je me fais un devoir de savoir quand des hommes puissants abusent du système judiciaire pour intimider des femmes qui travaillent, répondit-il en jetant un coup d'œil aux enfants qui les observaient avec curiosité. Pouvons-nous parler en privé ? Éléonore libéra les élèves plus tôt que prévu et invita Maître Vauthier à entrer. Il inspecta la salle de classe délabrée avec un mélange d'horreur et d'admiration. Vous avez quitté un poste au domaine de Castries pour enseigner ici, commença-t-il. Ce n'était pas une question. Oui. Pourquoi ? Éléonore pensa à toutes les explications polies qu'elle avait préparées. Au lieu de cela, elle fut honnête. Parce que je ne pouvais plus supporter de travailler pour lui. Vauthier sourit. Bonne réponse. La plupart des gens mentent sur leur motivation, ce qui rend mon travail plus difficile. Et quel est votre travail, exactement ? Prendre des dossiers comme le vôtre. De Castries utilise les tribunaux pour tyranniser les gens depuis des années. La plupart ne peuvent pas se payer une défense, alors ils gagnent par défaut. Mais de temps en temps, quelqu'un se dresse contre lui. Et quand cela arrive, je m'assure qu'il a un avocat digne de ce nom. Une lueur d'espoir, fragile et dangereuse, s'alluma dans la poitrine d'Éléonore. Je ne peux pas vous payer, dit-elle rapidement. J'ai à peine de quoi survivre jusqu'au procès. Je ne vous demande pas d'argent. Je vous demande la permission de détruire le dossier de Castries si radicalement qu'il y réfléchira à 2 fois avant de recommencer. Pourquoi feriez-vous cela ? Le regard de Vauthier se durcit. Parce qu'il y a 10 ans, de Castries intentait un procès similaire contre une couturière d'Aurillac. Elle avait refusé de faire une robe pour sa femme parce qu'il ne l'avait pas payée pour ses travaux précédents. Il l'a poursuivie pour diffamation et rupture de contrat. Elle n'a pas pu se défendre. Elle a tout perdu. Sa boutique, sa maison, tout. 6 mois plus tard, elle s'est donné la mort. Éléonore sentit le sang se glacer dans ses veines. Le mode opératoire de Castries est clair, continua Vauthier. Il trouve des gens qu'il considère comme inférieurs, utilise sa richesse pour les écraser et repart sans jamais être inquiété. J'attendais que quelqu'un soit assez courageux pour riposter. Et d'après la lettre que m'a envoyée Thomas Mitchell, vous êtes cette personne. Thomas vous a écrit ? La semaine dernière. Il m'a expliqué la situation.
Vautier posa sa mallette sur le bureau et en sortit un dossier. J'ai examiné la plainte. C'est un tissu de mensonges, des dommages et intérêts gonflés, une manipulation émotionnelle déguisée en argument juridique. Un étudiant en première année de droit pourrait démolir ça. Alors pourquoi personne ne l'a fait? Parce que De Castries engage les meilleurs avocats de la région, et que ses adversaires sont fauchés. Mais vous m'avez, moi. Éléonore s'assit lourdement sur un banc d'élèves. Que voulez-vous que je fasse? Tout. Votre contrat, vos correspondances, des témoins. Et surtout, votre volonté de vous tenir devant le juge et de dire la vérité, aussi inconfortable soit-elle. Je peux le faire, même si son avocat tente de salir votre réputation. S'il suggère des relations inappropriées ou des manquements moraux. Éléonore pensa au baiser de Jonas, aux rumeurs qui couraient déjà. Oui, même alors. Vautier hocha la tête. Bien. Alors nous avons une chance. Ils travaillèrent jusqu'à la tombée de la nuit. Vautier prenait des notes, posait des questions, bâtissait une stratégie. Quand il partit enfin, promettant de revenir dans une semaine, Éléonore resta seule dans l'école vide et se laissa pleurer. Pas de peur cette fois, mais de soulagement. Elle n'était plus seule. Elle avait un vrai avocat, une vraie chance. La nouvelle se répandit dans tout Ambert en une nuit. Le lendemain matin, les parents qui avaient retiré leurs enfants changeaient déjà d'avis. Le vendredi, elle avait de nouveau 17 élèves, plus 2 nouveaux dont les familles venaient de s'installer. « Ils sentent l'odeur du sang », dit Sarah en souriant. « Le sang de Castries. Les gens commencent à penser que vous pourriez gagner. » « Nous n'avons pas encore gagné, tempéra Éléonore. Non, mais vous vous battez. Et par ici, c'est presque la même chose. La dernière semaine avant le procès passa comme dans un rêve. Vautier revint avec une autre avocate, maître Catherine Morin, spécialiste du droit des contrats. Ils répétèrent les témoignages, examinèrent les documents, construisirent des arguments pour mieux les démolir et les reconstruire plus solidement. Et pendant tout ce temps, Jonas était là. Toujours présent, toujours solide. La veille de leur départ pour Clermont-Ferrand, Éléonore le trouva dans l'école après le départ de tout le monde. Il était assis sur son bureau, fixant le ciel qui s'assombrissait. « Vous êtes nerveux ?» demanda-t-elle, terrifiée. Éléonore s'approcha de lui. « Moi aussi, ça ne se voit pas. Je suis une bonne menteuse quand il le faut. » Jonas sourit tristement. « Éléonore, si ça tourne mal, ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive, si De Castries gagne et que tu ne peux pas payer, il s'arrêta, déglutissant avec peine. Ce que j'ai dit pour l'argent, pour l'aide, je le pensais. Je sais, Jonas. Non, il faut que tu comprennes. Il se tourna vers elle. J'ai été seul toute ma vie. Même au milieu de ma famille, j'étais seul. Et puis tu es arrivé, perdu et têtu, totalement inadapté à cet endroit, et soudain je ne l'étais plus. Éléonore sentit les larmes monter. Jonas, je ne suis pas doué avec les mots. Mais je veux que vous sachiez que peu importe ce qui arrive demain, vous avez tout changé. Vous m'avez changé. Et je ne vous laisserai pas affronter ça seul non plus. Elle l'embrassa alors, un baiser farouche, désespéré. On va gagner, murmura-t-elle. Comment peux-tu en être sûr? Parce que l'alternative est inacceptable. Ils restèrent dans l'école jusqu'à la nuit noire, se serrant l'un contre l'autre, sans parler. C'était le dernier moment de paix avant la tempête. Le lendemain, la salle d'audience de Clermont-Ferrand était plus petite qu'Éléonore ne l'avait imaginé, et beaucoup plus froide. Elle était assise entre Vautier et Morin, les mains jointes pour cacher leur tremblement. De l'autre côté de l'allée, Richard de Castries était entouré de ses avocats, affichant l'air d'un homme qui attend simplement que la formalité se termine pour célébrer sa victoire. Le juge, M. Pierre-Henri, un homme d'une 60 d'années aux lunettes cerclées de fer, entra à 9 heures précises. Tout le monde se leva. Les jambes d'Éléonore la portaient à peine. « Veuillez vous asseoir », ordonna le juge. « Nous sommes ici pour l'affaire de Castries contre Halle, rupture de contrat. Maître Lefebvre, vous représentez le plaignant ?» L'avocat de Castries, un homme aux cheveux argentés dégageant une confiance absolue, se leva. En effet, monsieur le juge. Ce qui suivit fut 2 heures d'une destruction méthodique. Lefebvre présenta le contrat d'Éléonore, soulignant chaque clause enfreinte. Il fit témoigner Victoria de Castries, qui raconta avec des trémolos dans la voix comment ses enfants avaient souffert de l'absence d'instruction. Il fit venir la remplaçante, qui affirma avoir dû travailler 2 fois plus pour réparer les dégâts causés par le départ soudain d'Éléonore. Pendant tout ce temps, de Castries observait Éléonore avec un petit sourire méprisant. Elle se sentait rapetissée à chaque argument, à chaque preuve. C'était pire que tout ce qu'elle avait imaginé. Quand Lefebvre eut terminé, le juge se tourna vers Vautier. « À vous, maître. » Vautier se leva avec une aisance déconcertante. « Monsieur le juge, ma cliente ne conteste pas le fait qu'elle a quitté son emploi. Ce qu'elle conteste, c'est la qualification de ce départ comme une rupture malveillante, et surtout, le montant grotesque des dommages réclamés par monsieur de Castries. Les dommages sont énumérés dans la plainte, intervint Lefebvre. Ces dommages sont une pure invention, répliqua Vautier. Avec votre permission, je vais les examiner un par un. Le juge fit un signe de la main. Allez-y. Ce fut une démonstration de précision chirurgicale. Vautier démonta chaque réclamation, montrant qu'elle n'était pas prévue par le contrat,
qu'elles étaient redondantes ou qu'elles n'avaient aucun fondement légal. Le contrat prévoit une pénalité de 6 mois de salaire, soit 2400 €, expliqua Vauthier. Tout le reste n'est que de la mise en scène. Monsieur de Castries ne cherche pas une compensation. Il cherche à punir mademoiselle Hall pour avoir eu l'audace de choisir un autre employeur. C'est une insinuation calomnieuse, s'écria Lefebvre. C'est la vérité, et je vais le prouver. J'appelle Richard de Castries à la barre. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Le visage de Castries s'assombrit, mais il s'installa dans le box des témoins. Monsieur de Castries, commença Vauthier d'un ton presque amical. Depuis combien de temps vivez-vous dans la région? 15 ans. Et vous avez accumulé d'importantes propriétés? J'ai réussi, oui. Y compris la terre occupée par la famille Reed. Le riche propriétaire contracta la mâchoire. Cette terre m'appartient. Les Reed contestent cela. Les Reed ont tort. Avez-vous intenté des actions en justice contre eux? Plusieurs fois. Et combien de fois avez-vous gagné? De Castries s'agita sur son siège. Les tribunaux ont été inconsistants. Inconsistants? Cela veut dire que vous avez perdu autant de fois que vous avez gagné. Cela veut dire que la procédure est en cours. Vauthier sortit un document. J'ai ici une pétition déposée par Jonas Reed l'année dernière, affirmant que vous utilisez l'intimidation et le harcèlement pour forcer sa famille à partir. Avez-vous riposté par une contre-plainte? J'ai défendu mes intérêts. Pour quel montant? Le visage de Castries devint de pierre. 50 000 €. Un murmure parcourut la salle. 50 000 €, répéta Vauthier. Pour une pétition qui a été rejetée pour vice de forme? Cela semble excessif, non? Tout comme les 5 000 € réclamés à mademoiselle Hall. Maître Lefebvre bondit. Objection. L'affaire Reed n'a rien à voir ici. Elle établit un mode opératoire, monsieur le juge, rétorqua Vauthier. Monsieur de Castries utilise la justice comme une arme. Il dépose des plaintes avec des montants gonflés pour détruire financièrement quiconque se met en travers de son chemin. Mademoiselle Hall n'est que la dernière victime en date. Le juge observa de Castries un long moment. Je l'autorise. Continuez, maître Vauthier. L'avocat s'approcha encore du témoin. Monsieur de Castries, avez-vous proposé d'abandonner les poursuites si mademoiselle Hall revenait travailler pour vous? De Castries hésita. Je lui ai offert de réparer son erreur. Répondez par oui ou par non. Avez-vous proposé de retirer la plainte en échange de son retour? Oui. Donc, ce n'est pas une question de préjudice, n'est-ce pas? C'est une question de contrôle. Vous vouliez la forcer à revenir en la menaçant de ruine. Je voulais qu'elle respecte son contrat. Non. Vous vouliez qu'elle ait peur de vous. La voix de Vauthier était calme, mais elle résonnait dans chaque coin de la salle. Tout comme vous voulez que les Reed aient peur. Combien de procès avez-vous intentés ces 10 dernières années? De Castries resta muet. Je vais vous le dire, continua Vauthier. 43. 43 actions en justice contre des employés, des partenaires commerciaux ou de simples voisins. Et dans chaque cas, vous avez réclamé des sommes dépassant de loin la réalité. Vous ne cherchez pas la justice, monsieur de Castries. Vous cherchez la soumission. Le juge Pierre-Henri se pencha en avant. Monsieur de Castries, est-ce vrai? 43 procès? Le visage du propriétaire était rouge de colère. J'ai le droit de protéger mes intérêts. Répondez. Avez-vous intenté autant d'actions? Je n'ai pas compté. Moi, si, affirma Vauthier en tendant des documents au juge. Ce sont les registres publics. Le juge lut dans un silence pesant. Puis, il releva la tête. Monsieur de Castries, vous pouvez descendre. Maître Lefebvre, maître Vauthier approchait. De Castries retourna à sa place, ses mains tremblant de rage. Après une discussion à voix basse devant le pupitre du juge, les avocats revinrent. Lefebvre semblait avoir reçu un coup de massue. Nous allons suspendre l'audience pour 1 heure, annonça le juge. À la reprise, j'attends des deux parties une proposition de règlement à l'amiable. Le marteau tomba. Éléonore resta pétrifiée. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle à Vauthier. Il souriait. Nous avons gagné, mais le juge n'a rien. Aussi, il a tout dit. Il a fait comprendre à Lefebvre que s'il devait rendre un jugement, il inclurait le harcèlement judiciaire. De Castries ne peut pas se permettre que ses méthodes deviennent officielles. Il va négocier. L'heure qui suivit fut un tourbillon. Éléonore marcha dans les couloirs avec Jonas, qui n'avait pas quitté la salle. « Tu as été formidable, lui dit-il. Je n'ai rien fait. Vauthier a tout fait. Tu t'es tenu là, tu n'as pas baissé les yeux. C'est ça qui compte. » À la reprise, Lefebvre se leva immédiatement. « Monsieur le juge, mon client accepte un règlement. Mademoiselle Hall paiera la pénalité contractuelle de 2400 € par versement mensuel sur 1 an. En échange, toutes les autres charges sont abandonnées. » Éléonore sentit son cœur s'arrêter. 2400 €. C'était énorme, mais ce n'était plus la montagne insurmontable de 5000 €. « Mademoiselle Hall, acceptez-vous » demanda le juge. Éléonore regarda Vauthier qui hocha la tête. « Oui, monsieur le juge. »« Très bien, l'affaire est classée. Mademoiselle Hall, vous avez 12 mois. Si vous manquez un versement, le montant total initial sera exigible. Compris? Oui. » Le procès était terminé. De Castries sortit sans un regard pour elle, escorté par ses avocats. Vauthier serra la main d'Éléonore. « Félicitations. Vous venez de battre l'homme le plus puissant du canton. Je ne l'ai pas battu.
répondit-elle. J'ai juste survécu. Par ici, c'est la même chose. Ils quittèrent Clermont-Ferrand l'après-midi même. Le ciel était immense au-dessus du Massif central. 2400 €, murmura Éléonore en regardant l'horizon. Ça fait 200 € par mois. Tu vas y arriver. Comment? Mon salaire est de 300 €. Il ne me restera que 100 € pour vivre. C'est impossible. Tu trouveras un moyen. Tu es doué pour ça. Éléonore voulait le croire, mais elle ne voyait que la misère qui l'attendait. Et si je ne peux pas payer? Si je tombe malade ou si l'école ferme? Alors on s'en occupera ensemble. Ensemble. Éléonore regarda Jonas. Il fixait la route, les mains fermes sur les rênes. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi quoi? Pourquoi êtes-vous toujours là? Vous me connaissez depuis 2 mois. Vous m'avez vu prendre des décisions stupides. Je suis fauché, je suis endetté. Pourquoi revenez-vous sans cesse? Jonas resta silencieux un long moment. Parce que le premier soir, tu as aidé Clara avec le bébé alors que rien ne t'y obligeait. Parce que tu as porté du bois jusqu'à en avoir les mains en sang sans te plaindre. Parce que tu as choisi tes principes plutôt que ta sécurité. Il tourna la tête vers elle. Parce que tu es la première personne que je rencontre en 10 ans qui voit des possibilités là où les autres ne voient que des limites. Et parce que quand je suis avec toi, je me rappelle ce que ça fait de vouloir autre chose que la simple survie. Éléonore sentit des larmes couler sur ses joues. J'ai peur. Je sais. Je ne sais pas si je peux le faire. Tu peux. Et tu le feras, parce que c'est ce que tu es. Ils roulèrent en silence. Jonas finit par arrêter la charrette sur le bord du chemin. Et maintenant? Demanda Éléonore. Maintenant tu enseignes. Tu rembourses ta dette. Tu construis ta vie. Et si tu le veux, on essaie de comprendre ce qu'on est l'un pour l'autre. Et si je le sais déjà? Jonas se tourna vers elle. Alors dis-le-moi. Éléonore prit sa main. Vous êtes ma maison. Vous êtes l'endroit où j'essayais d'aller quand la diligence m'a déposé au mauvais endroit. Sauf que ce n'était pas le mauvais endroit, c'était exactement là où je devais être. Jonas l'embrassa alors, un baiser plein de promesses. 2400 €, dit-il en s'écartant. 12 mois. On va trouver une solution. Nous? Oui, nous. Éléonore sourit à travers ses larmes. D'accord, nous. Ils arrivèrent à Ambert à la tombée de la nuit. Sarah les attendait sur le perron et poussa un cri de joie qui réveilla tout le quartier. Le lendemain matin, Éléonore retourna à l'école. Les enfants l'écoutèrent raconter le procès avec des yeux ronds comme des soucoupes. Monsieur de Castries était fâché? Demanda un petit. Il n'aime pas perdre, répondit-elle. Mais il va devoir s'y habituer. Parce que des gens comme nous n'abandonnent pas. Mademoiselle Hall, vous restez? Demanda un grand garçon. Aussi longtemps que vous voudrez de moi. Malgré la dette? Malgré la dette. Le garçon hocha la tête, satisfait. Tant mieux. Vous êtes la meilleure maîtresse qu'on ait eue. Elle enseigna ce jour-là avec une joie pure. Le soir, alors qu'elle rangeait ses livres, Jonas apparut avec Ruth. Ma mère voulait voir l'école, dit-il. Ruth fit le tour de la pièce, touchant les murs réparés et les bancs renforcés. Ce n'est pas grand-chose, s'excusa Éléonore. C'est parfait, répondit Ruth. Vous avez créé quelque chose de bien ici. Vous avez choisi ces enfants plutôt que votre confort. Ruth sortit une enveloppe de sa poche. Éléonore y trouva 500 €. Je ne peux pas accepter, si vous le pouvez. Ça vient de la ferme, de nous tous. Jonas a déjà assez fait avec le toit. Ruth sourit. On prend soin des nôtres, et vous êtes l'une des nôtres maintenant. Éléonore était bouleversée. Ruth, c'est 2 mois et demi de remboursement, je sais. C'est le but. Vous paierez de Castries et vous aurez un peu d'air pour le reste. Ne dites rien. Enseignez juste à ces gosses et arrêtez de vouloir tout faire seul. Ruth partit avant qu'Éléonore ne puisse protester. Vous étiez au courant? Demanda-t-elle à Jonas. C'était son idée, je l'en ai pas empêché. Éléonore glissa l'argent dans sa poche. Je la rembourserai. Elle ne veut pas. Je m'en fiche. Je la rembourserai. Jonas sourit. Têtu. Vous dites ça comme si c'était un défaut. Pas du tout. C'est ce que je préfère chez toi. Les mois qui suivirent furent les plus durs de sa vie. Elle paya chaque mois ses 200 € à de Castries. Elle vivait avec presque rien, mangeait simplement, portait les mêmes robes et faisait durer son savon des semaines entières. Mais elle voyait ses élèves grandir. Elle leur apprenait les maths, mais aussi que se tenir debout avait un prix et que ce prix valait la peine d'être payé. Au printemps, 3 nouvelles familles arrivèrent. Sa classe passa à 23 élèves. Le défi était immense, mais exaltant. Jonas passait chaque semaine. Ils n'avaient jamais vraiment défini leur relation, mais elle se lisait dans chaque geste, chaque regard. À l'été, elle avait remboursé la moitié. À l'automne, les 2/3. Et par un matin glacial de décembre, exactement 1 an après le procès, elle entra dans le bureau de Castries à Ambert et posa les derniers 200 € sur son bureau. Il regarda l'argent, puis elle. « Vous l'avez fait, dit-il, presque surpris. Je vous avais dit que je le ferais. La plupart des gens échouent. Je comptais là-dessus. Vous vouliez que j'échoue. Je voulais que vous compreniez que les choix ont des conséquences. Mais je vous ai sous-estimé. Je ne ferai plus cette erreur. Tant mieux, car je ne compte pas partir. » De Castries l'observa longuement, puis il fit quelque chose d'inattendu. Il sourit. Un sourire presque respectueux. « Vous êtes plus solide que vous n'en avez l'air, mademoiselle Hall. Il a fallu l'être. »
Oui. Il se leva et lui tendit la main. Nous sommes quittes. J'espère que votre école prospérera. Éléonore serra sa main, parce que garder de la rancœur était épuisant et qu'elle avait mieux à faire de son énergie. Elle sortit dans le soleil d'hiver, le cœur léger. Jonas l'attendait. C'est fini? Fini. Comment tu te sens? Libre. Tant mieux, parce que j'ai une question. Jonas sortit une petite boîte de sa poche. Éléonore sentit son cœur bondir. Je sais que ce n'est peut-être pas le moment, commença-t-il, la voix tremblante. Tu viens de finir de payer une dette, tu commences à peine à t'installer. L'école a besoin de toi et je ne veux pas... Il s'arrêta. Je suis nul pour ça. Éléonore ouvrit la boîte. C'était un anneau d'or tout simple, usé par le temps. C'était celui de ma mère. Elle m'a dit de le donner à quelqu'un qui comprenne que l'amour ne consiste pas à rendre les choses faciles, mais à choisir d'être là quand c'est difficile. Je ne te demande pas d'arrêter d'enseigner. Je te demande juste si tu veux construire une vie avec moi. Ici. Oui, répondit-elle. Le visage de Jonas s'illumina. Oui. Oui pour tout. Pour toi, pour nous, pour construire ce futur. Il l'embrassa en plein milieu de la rue, et Éléonore se moquait bien de savoir qui regardait. On se mariera dans l'école, dit-elle. Pourquoi l'école? Parce que c'est là que j'ai compris que j'étais chez moi. C'est là que j'ai arrêté de fuir les difficultés pour les affronter. C'est là que je t'ai trouvé. Ils se marièrent au printemps, avec tout le village entassé dans la petite salle. Sarah pleura, Ruth sourit. Les enfants chantèrent une chanson apprise en secret. Les années qui suivirent ne furent pas faciles. L'Auvergne ne devint pas plus clémente simplement parce qu'ils s'aimaient. Les hivers restèrent rudes, l'argent resta rare. Mais Éléonore enseigna à des générations d'enfants que les principes comptaient plus que le confort. L'école s'agrandit 2 fois. Jonas était toujours là avec ses outils pour bâtir les nouveaux murs. Ruth vécut assez longtemps pour voir ses arrière-petits-enfants apprendre à lire dans la classe d'Éléonore. De Castris mourut d'une crise cardiaque quelques années plus tard. À la surprise générale, son testament stipulait que la terre contestée revenait officiellement aux Rides. Éléonore ne sut jamais si c'était par respect ou par résignation, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est que la ferme restait dans la famille, que l'école continuait de briller et qu'Ambert devint célèbre pour cette institutrice qui avait tenu tête aux grands propriétaires et gagné. Un après-midi d'été, 20 ans après cette première tempête de neige, Éléonore rangeait ses affaires dans sa nouvelle école, spacieuse et lumineuse. Jonas apparut à la porte, ses cheveux ayant grisonné, mais son regard était toujours le même. « Tu es prête ? Pourquoi ? Pour rentrer à la maison. » La journée a été longue. Éléonore regarda sa classe, les livres, les cartes au mur, les souvenirs de 2 décennies. « Je suis déjà à la maison, » répondit-elle. Jonas sourit. « Je sais. Mais la soupe nous attend à la ferme, et j'ai promis à Ruth qu'on serait là avant la nuit. » Éléonore prit sa main et ils sortirent ensemble sous le soleil. Derrière eux, l'école restait silencieuse, prête pour les élèves du lendemain, prête à prouver que choisir le chemin difficile était parfois le seul choix qui vaille. Si on avait demandé à Éléonore si elle regrettait d'avoir pris cette diligence à Paris 20 ans plus tôt, elle aurait ri, parce qu'il n'y avait pas de mauvais endroit. Il n'y avait que l'endroit où l'on décidait de s'arrêter de courir pour commencer à bâtir. Le foyer n'était pas un point sur une carte, c'était quelque chose qu'on créait avec de l'espoir, de l'entêtement et la volonté de rester debout, même quand tout vous poussait à tomber. Éléonore s'était tenue debout, elle était tombée, elle s'était relevée. Et ce faisant, elle avait construit une vie bien plus belle que tous ses plans initiaux. Parce que les meilleures choses sont celles pour lesquelles on se bat, celles qu'on choisit, encore et encore, même quand la raison vous crie de renoncer. Éléonore l'avait appris dans le froid de l'hiver, auprès d'un homme qui était arrivé quand elle était perdue et qui était resté quand elle s'était trouvée. C'était la magie des erreurs de parcours. Parfois, ce n'était pas des erreurs du tout. C'était juste la vie qui vous offrait exactement ce dont vous aviez besoin, là où vous vous y attendiez le moins.